Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité. La tribune où tout le monde a le droit d'exprimer son point de vue dans le respect de celui des autres. À la une ce soir, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, qui multiplie les rencontres et les initiatives en vue de reconquérir son électorat. Une dynamique incarnée par le président du parti, Laurent Gbagbo, célébrée à Songon-Agban par ses partisans. Laurent Gbagbo, abordant plusieurs sujets, dit regretter une spoliation du peuple hatchan de leurs terres. On en parle ce soir. On évoque aussi l'actualité internationale marquée par la pression que la CEDEAO exerce et maintient sur les autorités de transition au Mali et l'ultimatum que l'organisation sous-régionale a lancé aux transitions burkinabé et guinéennes. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir, que des inconditionnels. Landry Couillot, il est juriste. Guillaume Bateau, journaliste, directeur des rédactions de Notre Voix. Sylvain Guédé-Débailly, journaliste à connexioivoirienne.net. Docteur Sylvain Nguessan, analyste et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Docteur Arthur Banga, analyste historien. Enfin, Franck Stéphane Dédi, consultant international en stratégie. Bonsoir, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Le président du PPACI, je l'indiquais à l'instant, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était à Songon-Agban, célébré au cours d'une cérémonie par ses partisans, occasion pour lui de raviver la flamme militante et remobiliser les troupes. L'ancien président de la République a dit regretter, selon lui, une spoliation du peuple hatchan de ses terres. On fait le point avec Pierre Dipomelin, messieurs, et on en parle juste après. Après la communauté évangélique de Yopougon le 13 février dernier, le président du PPACI, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était dans la commune de Songon, où il a rencontré ses partisans et la chefferie hatchan. En homme politique, il a passé des messages pour galvaniser son électorat, présentant les Hébriers comme un peuple spolié de ses terres. Quand je suis devenu président, j'ai fait ce que j'ai pu pour donner des postes à des fils d'Hébriers. Je me disais, si cela arrivait dans mon village, qu'est-ce qu'on serait devenu? Regardez Abobo, regardez Marcouri, Port-Boué, Vridi, Songon, tout est parti. Je vous dis Yako pour ça, je vous dis Yako pour cette grande souffrance. En Afrique où les peuples sont paysans, un peuple qui n'a plus de forêt, qui n'a plus de brousse et de surface cultivable est un peuple méprisable. Je vous dis Yako. Des propos qui ont provoqué la controverse au sein de la population, mais surtout une indignation chez les dignitaires du pouvoir qui dénoncent un discours ethniciste et un appel au repli identitaire. Cette visite du président du PPACI à Songon-Agban fait suite à une première le 13 février dernier à la communauté évangélique de Yopougon. Monsieur, on voit que le lieutenant du PPACI, notamment son secrétaire général Damana Diapikas, multiplie les rencontres sur le terrain, Stéphane Kipré également, pour aller à la reconquête de l'électorat de ce parti, qui a connu beaucoup d'épreuves, il faut le dire. Et Laurent Gbagbo, lui également, de plus en plus célébré au cours de plusieurs cérémonies. Réaction, commentaire, docteur Sylvain Nguessan? Oui, bon, c'est tout à fait normal pour un parti qui est né il y a à peine 5-6 mois, et dont les cadres sont restés en marge de l'activité politique pour l'essentiel depuis une dizaine d'années. Bon, c'est vrai que certains étaient candidats lors de l'élection législative, mais pour la grande majorité, bon, sont restés en dehors de... Donc c'est tout à fait normal de repartir à la conquête de l'électorat, surtout que les prochaines élections régionales sont pour environ 18-19 mois. Donc c'est le moment de remobiliser les troupes, de permettre à des cadres aussi de lever la tête dans leur région, etc. etc. Maintenant, le discours de l'homme politique, c'est autre chose. Toujours est-il que l'urbanisation du Grand Abidjan pose quand même problème. En dehors des questions ethniques, de tout ce que l'homme politique peut espérer récolter de l'électorat, une ville qui part d'Anyama aujourd'hui jusqu'à Boisseau, c'est quand même assez grand pour la Côte d'Ivoire. Les infrastructures qu'il va falloir créer. Et comme nous avons l'habitude de construire avant d'urbaniser, donc ça pose toujours des problèmes, tout ce qu'on connaît à Abidjan. Peut-être qu'il serait temps de revenir au vieux projet de 1983, le transfert de la capitale dans d'autres, la décentralisation poussée, de sorte que Abidjan puisse respirer un peu. Voici un peu les premiers éléments que je pourrais avancer. Arthur Banga, sur la forme, sur le fond. D'accord. Sur la forme, oui, l'idée c'est de mobiliser. Et donc mobiliser, pour l'instant, on peut dire que le PPACI mobilise par strate. Et Laurent Gbagbo mobilise aussi ses soutiens de l'époque par strate. On a vu recevoir les Ouai, s'apprête à aller chez les Ouai, aujourd'hui chez les Hatchan. Dans le Guémois et le Cavalier. Voilà, donc ça se fait par strate.
Et bon, côté mobilisation, on peut dire que c'est intéressant, même si ce n'est pas la folie, mais c'est quand même intéressant. C'est une zone qui a accordé. Moi, j'ai grandi à Godoumé, à Badiankouté, dans la zone de Songon. Donc, c'est une zone, à l'époque de la guerre, qui a vraiment marqué son soutien à Laurent Gbagbo. Donc, ça. Dans le fond, il y a quand même une relative pauvreté du discours. Et c'est dommage parce que quelques semaines avant, le PPACI publiait quelques communiqués sur, je pense, sur la cherté de la vie, sur la situation au Mali. Donc, moi, je m'attendais, après la phase séduction du discours de Laurent Gbagbo, à entendre Laurent Gbagbo. On sort du dialogue politique. Le PPACI lui a rendu compte de façon officielle. Qu'est-ce qu'il en tire? Qu'est-ce qu'il nous dit? On ne l'a pas entendu. La cherté de la vie, ces militants reprochaient partout qu'on ne parle jamais de la cherté de la vie. Lui-même, Laurent Gbagbo, a l'occasion d'en parler, il n'en parle pas. La situation au Mali, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire on avait l'occasion d'avoir un discours assez intéressant d'un chef, c'est quand même le chef de la troisième force politique au législatif d'un ancien président qui projette son parti. Donc on aurait pu les entendre sur ces questions. Donc je suis assez déçu de la pauvreté du discours. Mais sur la forme, ça peut être intéressant. Pour terminer sur la question de l'urbanisation, mais sortez, même les villes moyennes s'urbanisent aujourd'hui. Aujourd'hui, d'Alois, ça part jusqu'à à la frontière de Vavois. Moi, je suis d'Aboisseau. Mon village, Ayebo, est carrément avalé dans la ville. Donc, c'est même pas une question d'Abidjan. On est un boom de la population. Mans, vous allez, Mans sort jusqu'à Zélé aujourd'hui. Il n'y a pas de ville qui ne soit pas dans cette dynamique. On a une vraie urbanisation parce qu'on a un vrai boom démographique et il faut avoir une vraie réflexion plutôt que d'avoir des petits actes. Parce que là, en termes d'urbanisation, justement, après avoir critiqué, quelle proposition? Zéro. On ne sait pas ce que le PPACI ou Laurent Gbagbo parle de l'urbanisation, à part évoquer remuer des couteaux dans certaines pierres qui ne sont pas, pour moi, objectifs. Oui, Guillaume? Oui, bon, pour le coup, j'ai un peu rigolé. Pourquoi? Parce qu'en 90, le président Laurent Gbagbo, pour se moquer un peu du président Oufoué, disait que ah oui, Oufoué, il parle des années 40, 45. Et puis 30 ans après, il vient, il fait un discours où il parle de 1930. Bon, ça m'a fait un peu sourire. Mais comme l'a dit Arthur, effectivement, le discours, il n'y avait rien. Le président Gbagbo a été chef d'État, il est aujourd'hui chef de parti. Arthur l'a dit, la question de la vie d'Abidjan, c'est une question d'urbanisation qui va au-delà. Même mon propre village, qui est aujourd'hui chef de sous-préfecture, qui se développe, les terres qui sont, les lotissements qui sont faits, j'achète de mes grands-parents. C'est la même chose partout. On parle de toutes les villes. Donc, il y a une vraie question qu'il pose à laquelle il donne une fausse réponse. Et puis, j'ai lu qu'il m'a dit, oui, j'ai nommé, quand j'étais président, j'ai nommé un fils. Des fils ébriés pour essayer de régler. J'ai regardé un peu quels sont les fils ébriés qui ont été nommés. Je n'ai pas vu grand monde. Parce que, bon, peut-être il parle de Amondi, mais Amondi avait été élu pour être gouverneur. Il avait été élu sur une liste PDCI, FPI à l'époque, en 2002. Bon, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Et puis, pour régler un problème tel que la question de l'urbanisation, la question du boom démographique, ce n'est pas en nommant un ou deux fils. Bon, je crois que sur ça aussi, le président nous a un peu laissé sur la fait. Et puis, pour terminer, je pense que à Songon, moi, je m'attendais à un vrai message. Bon, il dit Yako pour les forêts, mais Yako aussi pour les gens qui sont morts. Il y a quand même eu Anankwa-Kouté. Il y a eu Anankwa-Kouté, il y a eu, après la prise d'Abidjan, il y a eu les morts à Kouté, à Yopougon, etc. Il y a eu aussi des cadres proches de lui, comme Père à son âme, le maire de Cocody, Gomo Diagou, Jean-Baptiste, qui sont morts en exil. Il n'a pas parlé de tout ça. Ceux qui ont fait même la prison, l'un des organisateurs de ce rassemblement, Aguédé, Paulin, il vient de prison. Il n'a rien dit de tout ça. Donc, j'étais un peu stupéfait. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la rencontre n'a pas été préparée pour que le président s'en tienne vraiment à la préoccupation des forêts? Parce que les ébriers, ils ont aussi beaucoup perdu. Et sur la question des réparations, il y a eu... C'est vrai que le dialogue politique, on a dit que l'essentiel a été fait, mais il y a des attentes sur ces questions-là. Bon, je m'attendais à un vrai message de compassion aussi pour ces populations-là, qui ont beaucoup payé pour leur soutien au président Gbagbo. Je n'ai pas vu tout ça. C'est ça qui... Je ne sais pas si avec ces discours-là, vraiment, il a vraiment rémonisé le peuple prié. Pour vous, il y a insuffisance dans le discours? Insuffisance, le mot est faible.
D'accord. Franck-Stéphane Ndédi, pour vous, est-ce que vous partagez le point de vue de Guillaume Bateau qui estime qu'il y a eu de l'insuffisance dans la profondeur du discours de l'ex-président ivoirien? Déjà, j'aimerais qu'on resitue un certain nombre de choses. Allez-y. Dans la communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a les le codes message, de message. exactement. L'émetteur ici, c'est Laurent Gbagbo qui s'adresse aux ébriés qui le reçoivent. Je suis un peu surpris quand j'entends Dr Atiu Banga qui dit qu'il veut que Laurent Gbagbo parle aux ébriés de la crise en Ukraine, de plein d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec, ce pourquoi il y était. Atiu Banga l'a d'ailleurs reconnu. Le PPACI a émis des notes sur la cherté de la vie. Donc, je ne pense pas que c'était l'occasion d'y revenir. Il était en communion avec un peuple à qui il souhaitait apporter sa compassion. Je pense qu'il l'a fait dans tous les points qu'a cité Guillaume tout à l'heure. Par contre, on s'arc-boute en fait sur ce qu'on veut appeler le discours ethniciste. C'est ce qui crée tout ce remue-ménage autour du discours du président Laurent Gbagbo. J'aime bien la dernière partie du propos de Guillaume quand il dit que ce peuple ébrié a payé un lourd tribut dans cette guerre, ce genre de choses. Il y a des occasions pour parler d'un certain nombre de choses. Lors du discours, il a parlé de tous ces points. Il s'est accentué sur l'urbanisation, qui est une réalité qui nous touche, nous tous, qui touche Abidjan, qui est la terre des ébriés. Il les rencontrait, c'était normal qu'il en parle, qu'il leur dise son yako, qu'il indique les pistes de solutions qu'il avait déjà proposées par le passé, donc qu'on ne le nie pas. D'accord? Et puis, de l'autre côté, moi, je veux qu'on revienne quand même un peu, c'est là que je vais terminer. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être qu'il aurait dû avoir un consensus global autour de ce discours. Parce que ça me rappelle également le discours de l'actuel chef d'État, lorsqu'on était aux élections de 2010, qui reconnaissait lors du débat à la télé nationale, qui reconnaissait qu'à Abidjan, l'urbanisation avait été mal faite et que quand il allait venir, il allait déplacer la capitale dès le lendemain parce que c'était un fautour à Abidjan. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait plutôt se féliciter que l'ensemble de nos hommes politiques, qu'on dit toujours être à couteau tiré, se rejoignent sur un point qui est que l'urbanisation aujourd'hui à Abidjan a été mal faite. Abidjan est engorgé. On a plein de déficits en termes de programmation urbanistique et tout. Donc, je pense que le discours, il est à point nommé pour le récepteur qui était les peuples ébriés et je pense qu'ils s'en sont tirés à bon compte. Sinon, la plupart des chefs Achan qui étaient présents auraient peut-être les jours qui ont suivi produit des communiqués pour s'insurger contre ce discours-là. Donc, ne parlons pas à la place des gens qui y étaient. Aujourd'hui, ils sont pleinement satisfaits et la suite l'a démontré. Merci. Sylvain Guédé-Debaye. Oui, merci. J'ai suivi avec intérêt ce que les uns et les autres ont développé sur cette question. Moi, je dirais que oui, le chef du PPACI qui est sorti, qui a rencontré la communauté ébriée, a fait un discours. On voudrait que dans ce discours-là, on retrouve plusieurs thèmes à la fois. La guerre en Ukraine, la cherté de la vie qui fait quand même l'actualité. Oui, c'est vrai, ils ont peut-être raison, mais il faut inscrire ce discours dans un contexte bien précis. Le contexte est lequel? Laurent Gbagbo est arrivé, il a bien précisé que les ébriés devaient l'accueillir à l'aéroport. Cela n'a pas été le cas, donc il trouve là une occasion aujourd'hui de communier avec ce peuple-là. Je crois que c'était ça le contexte qui était bien précis. Et donc, dans ce cadre-là, comme l'a dit Arsène, il y avait donc des récepteurs qui étaient le peuple ébrié. Qu'est-ce qu'il fallait leur dire? Ici, est-ce qu'il s'agit de remobiliser un électorat? Je crois que ce n'était pas là le contexte. C'est vrai que l'homme politique est toujours en campagne, mais ici, il y avait une circonstance bien précise. Le peuple Achan, qui prend Laurent Gbagbo comme un des leurs, voudrait bien lui dire Yako, bienvenue au pays avec tout ce qui est arrivé. Je crois que c'était dans ce contexte-là. Et donc, il en profite pour lancer un message aux ébriés pour dire que oui, j'ai été aux affaires, j'ai vu ce que le peuple ébrié a subi et que cela n'est pas normal. Mais ce qu'il dit encore, et qui est intéressant à mon avis, c'est de dire, comme Atiu disait tout à l'heure que Laurent Gbagbo n'a pas fait de proposition, mais c'est de dire que ce qui est arrivé aux ébriés d'Abidjan, dans le cadre de l'urbanisation de la capitale économique, il ne faudrait pas que cela arrive aux autres peuples. Et c'est un message. Effectivement, nous venons
Nous venons tous de zones diverses. Vous avez dit tout à l'heure que ce soit à Ban, que ce soit à Zopé, l'urbanisation à App, en tout cas certains villages qui sont dans les périmètres, oui, mais il ne faut pas que cela se passe comme ce qui s'est passé à Abidjan, où les ébriers qui étaient les autochtones ont perdu de grandes surfaces de terre. Ça, c'est une réalité. Donc pour vous, c'était plus une alerte qu'autre chose. C'est une alerte. C'est une alerte. Et il a même proposé à son parti de réfléchir sur la question à travers un colloque. Très bien. Allez, on allait y revenir. Monsieur, je vous donne la parole tout à l'heure, après cette intervention de monsieur Doumbia Daouda, qui lui nous appelle d'Anyama. Pour lui, il y voit du populisme. Monsieur Doumbia, bonsoir. Et bonsoir, monsieur Ali. Nous vous écoutons, allez-y. Donc, comme je le disais, moi, je ne vois pas d'un bon œil cette intervention. Pourquoi? Parce que, voilà, effectivement, il était au pouvoir pendant 10 ans. On n'a pas vu d'action concrète pour stopper cette urbanisation galopante d'Abidjan. Et c'est sous son mandat qu'il y a eu le district d'Abidjan, il y a eu le projet de Grand Abidjan. Il y a eu les communes d'Anyama, Songo et Benjervi. C'est vrai, on peut dire que c'est... le problème est là, c'est réel. Hein. Effectivement, les villages ont disparu, on ne voit plus de villages, des ébriers. Mais les ébriers aussi, ils ont eu des drapeaux droits coutumiers, ils ont eu des terres. Ils ont vendu assez de terres. Les ébriers vendent des terres. Les terres, mais qui sont... Il y a eu plusieurs cas de conflit concernant ces terres-là. C'est vrai que l'État a des terres, l'État a un droit sur la terre, effectivement. Mais il y a aussi des parties qui sont réservées à la chefferie. Mais quand on dit que les ébriers ont perdu les terres, moi je pense que c'est une récupération. C'est pas le moment comment dirais-je? Le moment n'est pas propice à cela. Il fait de conquérir l'électorat en passant sur la fibre. Je me rappelle de son passage ici chez les Ouest, où il disait que tout ce que les Ouest avaient subi comme atrocité, tout cela. Mais dans l'Ouest, ce n'est pas ses partisans seulement. Il doit avoir de la compassion pour les partisans aussi de Ouattara. Ça n'a pas été fait. D'accord, très bien. On vous a bien compris, M. Doumbia. C'est du populisme. Je ne crois pas vraiment. C'est vrai que le problème est là, est réel, mais je ne crois pas de bonne foi concernant... On vous a bien compris, M. Doumbia. Merci de nous avoir appelés depuis Anyama. Alors, Landry Couillot, vous n'êtes pas encore intervenu. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, j'ai écouté les uns et les autres. Sauf qu'on peut tout reprocher à Laurent Gbagbo, mais il va falloir lui reconnaître son opportunisme politique. Il a une formation politique, le PPACI, dont il a la direction. Le premier objectif a été atteint, c'était son retour. Le second objectif, hormis la reconnaissance officielle du parti, qui est encore en gestation et en réflexion au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a les prochaines élections locales, qui sont très importantes. Et Songon, Yopougon, c'est une zone stratégiquement importante pour lui. Alors, quand Laurent Gbagbo décide d'aborder ce sujet, il le fait à bon escient. Pourquoi? Parce que si vous avez l'occasion d'avoir fait le terrain, comme on le dit à Abidjan, et d'avoir approché les populations, les jeunesses ébriées, celle-ci porte une revendication qui est récurrente. La protection du patrimoine culturel, la protection du patrimoine territorial ébrié. Alors, jusqu'à présent, cette revendication-là a du mal à se faire entendre. Laurent Gbagbo saisit ici l'opportunité de porter cette revendication-là avec l'envergure qu'il a afin de lui donner une dimension beaucoup plus importante, de sorte à ce que cet électorat ébrié, que tout le monde cherche à glaner, soit le sien et que Yopougon, Songon soient des zones qu'il puisse récupérer avec la plus grande facilité. C'est donc un calcul politique. Il n'y a donc pas de naïveté dans cette histoire. C'est quelqu'un qui a ciblé un besoin et qui a besoin de ramener à sa cause cette population spécifique autochtone d'Abidjan et qui compte énormément au niveau de l'électorat par rapport aux prochaines élections locales. Il porte un discours que ceux-ci portent depuis longtemps, mais qui a du mal à se faire entendre. Il a au moins le mérite de l'avoir fait. Maintenant, on l'interprète comme on le veut. C'est la réaction au niveau des autres partis politiques, le parti au pouvoir, d'apporter une contre-offre aux besoins réels et que l'on ne peut nier de ces populations, ces communautés ébriées. Maintenant, c'est à nous de voir apporter un certain jugement de valeur. A-t-il tort ou raison? Était-il opportun de pouvoir le dire ou pas? Qu'importe, c'est l'homme politique qui s'est exprimé et c'est donc aux autres de pouvoir réagir, non pas de manière négative, mais à dire nous portons une contre-offre, la contre-offre qui est celle de pouvoir proposer ceci ou cela à cette communauté. Très bien, je rappelle à nos téléspectateurs et internautes qu'ils peuvent nous joindre pour participer à cette émission au 27
21 59 91 00, le numéro s'affiche au bas de votre écran. Docteur Sylvain Nguessan. Bon, je suis un peu surpris quand même quand on juge toute une visite du président Laurent Gbagbo à un discours qu'on a lu en une minute ou en 2 minutes. On ne peut pas quand même demander de présenter ici sur le plateau tout ce que Laurent Gbagbo ne s'est pas exprimé en 1 minute. Il s'est exprimé, il a dit beaucoup de choses. Alors quand on veut... Non, il a rappelé beaucoup de pans de l'histoire des peuples. Justement, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il ne vous a pas adressé la parole directement, il ne vous a pas posé de question. Oui, bien sûr, mais laissez-le terminer quand même. Donc, quand on veut réduire toute l'intervention du président Laurent Gbagbo à un discours ethniciste, je pense que c'est une critique assez élémentaire, à mon avis. Alors, on peut choisir de dire que Laurent Gbagbo n'est pas peut-être la personne indiquée parce qu'il est un homme politique de parler d'urbanisation, mais l'urbanisation d'Abidjan n'a rien à voir avec celle de nos villages. Abidjan, c'est 10 millions d'habitants. Abidjan, parmi ces 10 millions d'habitants, il y a au moins 1 ou 2 millions chaque jour qui vont au plateau. Les infrastructures ne suffisent plus. Ça, ce n'est pas une question de Gbagbo, ce n'est pas une affaire de Ouattara, ce n'est pas une affaire de Bédié, c'est une réalité, c'est la vie des Ivoiriens. Encore qu'ils ont des facilités de se déplacer parce qu'ils ont une certaine sécurité. Nous autres, au quotidien, on se retrouve dans un embouteillage, c'est quotidien de 1 à 2 heures à Abidjan. Donc, vouloir que cette urbanisation puisse peut-être freiner pour que d'autres villes puissent bénéficier de certaines infrastructures, de sorte à ce que l'administration soit plus représentée. Le vieux projet d'Oufou en 83, le président Ouattara avait récupéré. Avant cette élection, le président Laurent Gbagbo était dit que pendant tout le règne, Gbagbo n'a pas proposé de solution concrète. C'est quand même... Docteur Sylvain, vous dites quelque chose d'assez essentiel. Vous dites que la question de l'urbanisation de nos villes est très importante. La question du désengorgement de nos capitales est très importante, évidemment. Mais certains y voient un discours opportuniste. Comme, mais un politicien opportuniste, que voulez-vous qu'il fasse? Donc vous êtes d'accord avec lui? Gbagbo ne partait pas quand même pour prêcher pour le salut des âmes. C'est un homme politique qui parle à l'électorat. Donc il ne peut que sensibiliser sur des questions qui peuvent faire vivre son parti. Il aurait dû faire quoi? Très bien. Guillaume Bateau? Oui, 2 choses. D'abord, Landry a dit que les 3 ébriers à Yopougon sont... Les 3 ébriers à Yopougon c'est moins de 10%. Ça ne peut pas aussi faire croire ce qui n'est pas... Les 3 ébriers à Yopougon, c'est moins de 10%. Ça compte aussi pour gagner. Non, je n'ai pas dit que ça ne compte pas. Mais je dis c'est moins de 10%. Sous réserve des chiffres officiels. On peut vérifier. On peut vérifier. Je dis que les 3 ébriers à Yopougon, c'est moins de 10%. Largement moins. Sous réserve d'un contrôle. C'est bon, hein? Allez, terminez. Un nouveau parti avec des vieux acteurs. Guillaume Bateau, terminé. Alors, Landry ne veut pas me laisser terminer. Donc, ça, c'est d'abord un. De 2, personne ne dit pourquoi le président Gbagbo parle d'urbanisation. Personne ne lui reproche ça. Au contraire, ce qu'on lui reproche, c'est que quand il pose le problème, il ne propose pas de solution. Il propose un colloque. Bon, je trouve que, quand même, pour proposer un colloque pour une question qui semble lui tenir à cœur, le colloque aurait dû venir avant, mais ça, c'est sa méthode. Ce que je veux dire, c'est que sur ce discours, quand Dr Nguessan dit on parle résumé, on a lu tout le discours. Ce que vous avez passé, ce n'est qu'une partie du discours, mais effectivement, le président Gbagbo a parlé de la création du port, du lycée classique, que lui-même était un gaou, etc. Il a dit tout ça. Mais c'est l'aspect que vous avez présenté. Et dans tout le discours, je dis, moi, je n'ai pas entendu un message pour les populations d'Allo-Kwakouté. Pour leur dire, il y a pour ce qu'elles ont subi. Je n'ai pas entendu un hommage à Diagou Gomo Jean-Baptiste, qui était un grand cadre ébrié, soutien du président Gbagbo, qui a été maire à Cocody. Je n'ai même pas entendu un message de compassion pour ceux qui étaient même présents. J'ai cité à Guédé Polé, qui sort de plusieurs mois de prison. Pour moi, les ébriers étaient en droit aussi, même s'ils appellent le président Gbagbo pour lui dire Yako, ils étaient aussi en droit aussi de Yako de sa part, pour surtout ces pertes en vie humaine qu'ils ont subies. Maintenant, après qu'il parle d'urbanisation, effectivement, c'est une question, Arthur l'a dit, qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Et quand Dr Nguessan dit que ce n'est pas la même chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même population, oui, ce n'est pas le même besoin, ce n'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas la même chose. Non, c'est le même phénomène. Quand un village est 500 000 habitants, ça n'a rien à voir avec 10 000 habitants. Non, je vous pose au fait que vous parliez ensemble. Oui, moi c'est lui qui parle. Terminez rapidement. Voilà. Il faut qu'à se discipliner. Non, n'allez pas jusque-là. Non, ne vous inquiétez pas, allez-y, vous avez la parole. La question de l'urbanisation concerne l'ensemble de nos grandes villes, et même de nos villes moyennes. Donc il faut, un parti comme le PPACI doit pouvoir être en capacité de proposer. Et en tout cas, pour le président Gbagbo qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, il ne peut pas se cantonner à une alerte. Parce que la question est connue de tout le monde. Très bien. Franck Stéphane?
Moi, c'est avec vraiment beaucoup d'amusement que j'écoute j'écoute Guillaume. On sent qu'il en veut beaucoup plus de la part d'un leader politique en qui il se reconnaît toujours, même s'il le cache. Bon. Et donc, je le comprends très bien. Par contre, je pense que c'est un sujet assez sérieux. Je n'en veux pas. Disciplinez-vous, monsieur. S'il vous plaît, Guillaume. Franck Stéphane, terminé. Je peux terminer, Guillaume? Oui, terminé. Merci. Alors, donc, dans ce qu'il dit, il dit, quand j'étais aux affaires, voilà ce que j'ai fait. Quand j'étais aux affaires, et ça, je pense qu'autour de la table, on devrait le lui reconnaître. Il a amorcé le transfert de la capitale avec des actes concrets sur Yamoussoukro, l'extension de l'autoroute, tout ça, au moins ça, la bonne foi voudrait qu'on le reconnaisse. L'autre chose, c'est que pour la question de l'urbanisation d'Abidjan, il fait le constat, comme tout Ivoirien, et en sa qualité d'homme politique chevronné, il dit « J'invite mes lieutenants à un colloque pour faire des propositions aux gouvernants, aux Ivoiriens, par rapport à cette question que tout le monde partage. » Même celui qui a appelé tout à l'heure l'a dit. Il a reconnu qu'à Abidjan, ce sont ces mots que je répète, à Abidjan, les Ébriers n'ont plus de village, ce genre de choses. C'est la même chose que Laurent Gbagbo dit. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait que tout le monde puisse le dire, mais on ne voudrait pas que lui, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, puisse le dire. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut analyser de façon holistique. Après, Guillaume dit, non, la question de l'urbanisation, elle est globale, ça touche toutes les villes. En fait, Guillaume voudrait que, pendant que Laurent Gbagbo rencontre les Ébriers dans une communion fraternelle, il leur parle de l'urbanisation de Daloa, de l'urbanisation d'Odiéné, de l'urbanisation de Mont. Je pense qu'il faut revenir au code élémentaire de la communication, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Et une fois qu'on l'a fait, alors on restitue le discours de Laurent Gbagbo vis-à-vis de son auditoire dans le contexte, afin de mieux le comprendre. Parce qu'on veut attribuer à ce discours-là des choses qu'il ne portait pas en lui-même. Très bien. Voilà. Arthur? D'accord, je vais revenir d'abord avant de rentrer sur le fond, je vais revenir avec ce code et l'environnement, le contexte. C'est quand même rigolo de dire que quand Laurent Gbagbo va fêter avec les Ébriers, il ne doit que parler des Ébriers. Laurent Gbagbo, ce n'est pas le monsieur qui se balade à côté, c'est l'ancien président de la République, qui est le président de la troisième force politique de notre Parlement. Toutes ces paroles sont nationales. J'ai commencé par dire, oui, il peut qu'il ait sa partie ébriée de son discours, je l'entends. Mais quand l'Assemblée nationale ne peut pas recevoir aujourd'hui les populations de telles zones et ne pas se prononcer sur les questions nationales, quand Fobani voulait répondre aux questions même internationales, il recevait les populations. Il parle avec elle et après il répond. Quand les exemples sont légion. Donc Laurent Gbagbo ne peut pas faire 1 heure de discours et ne pas parler de la réalité des Ivoiriens. Sous le prétexte que lui, il allait rencontrer des Ébriers pour dire Yako. Même quand on se rencontre entre nous pour des objectifs précis, quand on finit les réunions, il y a des divers. Et Laurent Gbagbo est un homme de stature nationale, qui doit porter des sujets nationaux et même internationaux. Je ne conçois pas, moi, c'est pour ça que j'appelle de pauvreté du discours. Je viens d'abord, je précise ça. Donc Laurent Gbagbo n'a pas le droit, à mon avis, en tant que leader politique, de venir me dire j'ai rencontré des Ébriers dont je parle du lycée classique, de Blocos, etc. Maintenant, revenons à ça. C'est plus large ce que vous êtes en train de dire. Je l'ai expliqué ici plusieurs fois. Il y a les mémoires de guerre. Le PPACI a sa mémoire de guerre qu'il est en train de construire. Donc, opportuniste, tout ça, ils n'auront pas la même vision. Ce sera plus grave quand il ira dans l'Ouest. Et vous verrez, sauf s'il change. Donc, je n'ai même pas voulu commenter ça, mais même là, revenons. Mais il a dit, revenir sur la question de l'urbanisation sans faire une seule proposition. La seule chose qu'il a dite, quand j'étais au pouvoir, j'ai nommé des gens. C'est-à-dire que quand on te nomme, monsieur, prenez l'argent de la société et allez développer votre village. C'est bien ça, si on doit l'entendre. Il n'a pas parlé... Oh, même là, il aurait pu dire des choses intéressantes. Il aurait pu dire, je suis le père de la décentralisation. Il aurait pu dire, je suis le père, comme tu as dit, du retour de Yamoussoukro. Il aurait pu dire, mais il n'a même pas dit. C'est pour ça que je parle de pauvreté, même pour défendre ce qu'il a fait en termes d'urbanisation. Il y avait tellement d'arguments à faire. C'est lui qui a lancé la décentralisation, comme on l'entend aujourd'hui. C'est lui qui a lancé les conseils régionaux. C'est lui qui a lancé les conseils départementaux. Voici des occasions pour poser la question de la décentralisation, pour poser la question de l'urbanisation comme un homme politique qui a de la vision, qui veut séduire un électorat. Très bien. Ne pas se contenter de... Merci Arthur Banga. Monsieur Mokwasi, vous nous appelez de Port-Boué. Pour vous, il faut détacher ce constat fait par Laurent Gbagbo de la politique politicienne. Bonsoir. Oui, bonsoir à M. Garossouba. Allez-y. Bonsoir à tous sur le plateau. Ce que j'aimerais faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le problème de l'urbanisation, comme les autres l'ont dit, touche la majeure partie de la Côte d'Ivoire. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai que la capitale économique est située à Abidjan et donc tous les Occidentaux
qui arrivent dans ce pays ont un seul objectif, s'installer aux alentours de notre capitale, sinon dans notre capitale. Même si aujourd'hui la capitale de la Côte d'Ivoire va dans les environs de Yamoussoukro, il faut véritablement qu'on pense véritablement à cette question d'urbanisation. Quand vous dites occidentaux, vous parlez d'investisseurs. Pour les investisseurs. Très Quand bien. ils arrivent en premier lieu, le plus grand aéroport, c'est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On veut s'installer à Abidjan, on veut s'installer aux alentours d'Abidjan. Donc c'est vraiment difficile, ces peuples qui vivent sur ce territoire-là. Aujourd'hui, Abidjan, c'est quand même un pays. Tout le peuple ivoirien est à Abidjan. Et il faut que les gens arrêtent de prêter à Laurent Gbagbo lorsqu'il ouvre la bouche, on pense qu'il doit parler de tout en même temps. C'est difficile. Le gars, quand il ouvre la bouche, c'est vrai, c'est un homme politique, mais quand il ouvre la bouche, c'est dans un endroit précis, comment dirais-je, d'un moment précis. Vous partagez l'avis de Franck Stéphane Dédi qui estime que c'est dans un contexte précis. C'est dans un contexte précis, c'est simple. D'accord, très bien. On peut pas dire à Laurent Gbagbo, c'est de moi les débris. Tu vas parler de Baoulé, tu vas parler de ceci, tu vas parler de cela. C'est pourquoi même, c'est pourquoi dans ce même sens-là qu'on parle aussi de la réconciliation. De toute évidence, Arthur Banga ne partage pas votre avis et beaucoup de personnes avec lui. Est-ce que vous avez terminé pour votre développement? La cherté de la vie, on peut en parler. Oui, je pense que j'en ai fini, mais il faut que le problème de l'urbanisation, je pense que le président Gbagbo y pense, le président Ouattara y pense, le président Bédié y pense. Très bien. Donc, vraiment, toutes ces trois personnes s'asseyent et puis pensent vraiment à la Côte d'Ivoire. Très bien. Merci à vous, M. Mokwasi, d'avoir participé à cette émission. Vous nous appelez de Port-Bouet, je tiens à le rappeler. Sylvain Guédé-Débaï, allez-y. Oui, je reviens encore sur cette question pour poser véritablement le On fait un problème. dernier tour de table sur cette question avant de passer à autre chose. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on veut nier le problème que Laurent Gbagbo a soulevé au cours de sa rencontre avec les Hébriers à Songo-Agba? Est-ce qu'on veut nier cela? Mais je pense que si on ne va le reconnaître à Laurent Gbagbo, mais il faut aller vers peut-être ceux qui sont concernés par le problème, à savoir les Hébriers eux-mêmes. Nous, on est allé, moi je suis allé vers un chef hébrier, qui est le chef d'Anono, et qui corrobore les dires de Laurent Gbagbo, à savoir que, effectivement, les peuples hébriers n'ont pas eu grand-chose de l'urbanisation d'Abidjan, parce que cette urbanisation, ils ont l'impression qu'elle s'est faite contre eux, contre leurs intérêts. Il a même cité l'école de police, il a cité l'école de gendarmerie, il a cité l'université Félix Houphouët-Boigny, qui sont sur les terres d'Anono. Allez-y aujourd'hui à Anono. Anono n'a plus d'espace pour prolonger son cimetière. Et ils sont à la recherche d'espace. Bientôt, ils vont même peut-être déterrer les ossements pour faire de nouvelles inhumations. Ça, ce sont des réalités ici à Abidjan. Allez-y même à Songo-Agba. Nous y sommes allés. Moi, j'ai fait un petit article assez ironique. Il faut dire que Laurent Gbagbo allait marcher sur le goudron de Ouattara. Mais allez-y à Songo-Agba. Vous verrez bien que de toutes les rues de Songo-Agba, c'est une seule voie, la voie principale qui est bitumée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas concevoir que des villages hébriers d'Abidjan n'aient pas de bitume partout dans leur village. On me dira que Laurent Gbagbo a gouverné, oui, mais la gouvernance c'est une continuité. Je pense que le problème que les hébriers posent, il est réel et il faut le résoudre. Il faut résoudre la question de l'urbanisation pour ne pas qu'elle se fasse au détriment des peuples autochtones qui sont à Abidjan. Très bien. Oui, j'avais envie de répondre juste à Sylvain. Au moins, le bitume passe à Songo-Agba. Sous le président Gbagbo, il n'y a pas de bitume à Songo-Agba. Non, ça, vous êtes toujours dans... C'est factuel. C'est factuel. Tous les villages hébrieux aujourd'hui sont bitumés. S'il vous plaît, monsieur. Sylvain Débaï, quand tu as parlé, je t'ai écouté. Sylvain, je vous donne la parole tout de suite. Terminez, Guillaume. Ça, je voulais juste dire ça, pour dire que Songo-Agba doit s'estimer heureux. Moi, dans mon village, il n'y a pas de bitume. Et on demande aujourd'hui à l'État de faire en sorte que le bitume arrive à Darleux. Ça, c'est pas... Alors, je veux dire à Stéphane, je n'ai aucune amertume vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, dont j'ai partagé les idées pendant une bonne partie de ma vie, mais que je ne partage pas aujourd'hui. Et ça, je le dis clairement, je n'ai pas de sentiment pour dire oui, Guillaume, il est un peu peut-être nostalgique, non. Quelles sont les idées que vous partagez plus aujourd'hui? S'il vous plaît, on va faire son Stéphane Dédi, ici, c'est moi qui pose des questions. On va pas revenir dessus, je te dis tranquillement que je n'ai pas d'amertume. Guillaume Bateau, la précision a été faite. Voilà, maintenant... Où voulez-vous en venir pour terminer? Oui, pour terminer, nos amis veulent nous ramener, pour essayer de sauver le soldat Gbagbo, nous ramener à, oui, il était face à Zébrier. Non, on ne peut pas avoir dirigé un pays pendant 10 ans et dire que j'ai nommé quelques enfants. Encore que sur la question des enfants qui ont été nommés, je dis, moi j'ai cherché, je n'en ai pas vu.
Ça aussi, parce qu'en dehors de Amondi Pierre, qui était gouverneur, et de Diagou Gomo, qui était maire, qui ont été donc des élus, je ne vois aucun gouvernement du président Gbagbo de 2000. Le gouverneur était nommé, monsieur. Le gouverneur Amondi a été élu d'abord, sur une liste. Ah oui? Il a été nommé. Ah oui, attends. Il a été élu d'abord. Ensuite, le gouverneur. S'il vous plaît, monsieur. La loi sur Est-ce que vous avez terminé? Non, j'ai terminé. Que en termes d'enfant hébreu qui a été nommé, il n'a pas eu, dans tous les gouvernements du président Gbagbo, sauf le dernier, qui a fait 3 ou 4 mois, où il a nommé un de ses amis du classique, justement, à qui il disait qu'il était Gaou, qu'il a nommé au ministère au transport. OK. Bon, il a eu 4 mois, donc on ne peut pas dire qu'il avait vraiment les manettes pour régler les problèmes de ses parents. Donc, quand on a dirigé et qu'on n'a pas pu trouver de solution, et qu'on revient et qu'on propose un colloque, on attend la fin du colloque. D'accord. On vous a bien compris, monsieur. Landry Couillot, dernière intervention, rapidement. Je voudrais dire que les choses sont simples. De Laurent Gbagbo, prenant la parole, il ne faut pas espérer un discours sophistiqué. Le monsieur est simpliste dans sa manière de s'adresser aux gens. Il a un objectif qui est clair. Il a un objectif, c'est de présenter son parti comme un parti qui manifeste de la compassion pour une communauté spécifique. Il a un but, celui des élections prochaines. Il sait qu'il y a une opportunité, qu'il formule dans une question, la question de l'urbanisation, mais qui est portée par un peuple. On a un besoin de protéger notre patrimoine culturel et territorial. On a besoin d'espace pour vivre. Ils n'arrivent pas à se faire entendre. Laurent Gbagbo profite de cela, il surfe, il présente la chose. Ça satisfait les ébriers. Pour moi, si je suis en face, je me dis, il faut que je fasse une contre-offre. Il ne faut pas attendre de Laurent Gbagbo. Ce colloque, je doute même qu'il se tienne. Je doute. Parce qu'il comprend une chose. L'Africain est dans l'émotion. Le seul fait d'avoir compati à sa douleur suffit pour qu'il se rallie à vous. C'est tout. Tout le reste, là, c'est lorsqu'il vous dira que lorsque je vais gouverner, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Mais aujourd'hui, il a eu quand même le mérite d'avoir touché cette fibre-là. Et ça, il faut le lui reconnaître, il a touché une fibre qui permet aux populations ébriées de dire, ben, voici, au moins, lui, il parle de nous. D'accord. Monsieur, cette semaine a aussi été marquée par un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise politique dans la sous-région. La rencontre a eu lieu à Accra. Vendredi dernier, les discussions se sont ouvertes à huis clos entre les chefs d'État. L'institution a maintenu la pression sur la junte au Mali et a demandé à organiser des élections dans les 12 à 16 mois prochains. On voit les précisions de Pierre Dippomelin et on en parle juste après. Les dirigeants ouest-africains, réunis à nouveau à Accra pour examiner la situation politique au Mali, une semaine après l'échec d'un accord avec la junte sur un calendrier de retour des civils au pouvoir et de levée des sanctions. Par la voix du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, la CEDEAO fait pression pour que les autorités maliennes organisent des élections dans les 12 à 16 mois à venir. Les chefs d'État ont décidé qu'ils sont prêts à prévoir une prolongation de la transition au Mali dans une fourchette de 12 à 16 mois, en plus des 18 mois déjà écoulés. Les chefs d'État présents à ce sommet extraordinaire notent une nette progression en Guinée, mais maintiennent tout de même la pression. Il y a eu plusieurs réunions où la situation en Guinée a été examinée par les autorités. Et en examinant la situation, nous avons pris note du fait qu'il y a eu plusieurs progrès. Dans le sens où, depuis le coup d'État, le président officiel est autorisé à sortir. Par ailleurs, l'organisation ouest-africaine a décidé de sanctionner le Burkina Faso si le pays ne présentait pas de programme acceptable pour la transition. Les autorités demandent que le président Kaboré soit libéré immédiatement et veulent une discussion pour établir avec les autorités de transition du Burkina un calendrier plus court. Encore une fois, ils leur donnent 1 mois pour obtenir un résultat, soit au 25 avril prochain. Au-delà de cette date, des sanctions économiques et financières pourraient s'appliquer. La CEDEAO avait ordonné en janvier la fermeture des frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional et la suspension des échanges, autres que les produits de première nécessité. Monsieur, la veille de ce sommet de la CEDEAO, une décision de la Cour de justice de l'UEMOA semblait débouter l'organisation sous-régionale. On va réagir déjà sur cette actualité avant de commenter ce sommet de la CEDEAO. Arthur Banga. C'est la preuve de l'indépendance. C'est une défaite pour la CEDEAO? Non, c'est d'abord la preuve de l'indépendance sur nos institutions sous-régionales. Indépendance par rapport d'abord à la CEDEAO, indépendance par rapport à tous les ragots sans fondement qu'on entend sur la France, l'Europe qui dicte des leçons à la CEDEAO. On voit très bien que nos justices, nos institutions sont capables de prendre leurs responsabilités et d'apprécier. Donc, voilà. Moi, j'ai lu le document
moi, j'aime pas commenter, je l'ai toujours dit sur le plateau, les décisions de justice, j'aime pas les commenter. Je vais rester fidèle à ça. En tant qu'intégrationniste, je pense qu'à partir du moment où la justice internationale se prononce, on doit tenir compte de ça. Visiblement, ce n'était pas le cas. Mais j'insiste sur l'indépendance matérialisée là, de nos institutions judiciaires. Ce n'est pas la première fois que je n'aime pas commenter les décisions de justice, donc je vais rester ferme sur ce D'accord. Landry ? Pour le juriste que je suis, je ne peux qu'être heureux. Heureux parce que lorsqu'on construit, lorsqu'on croit à la démocratie, quand on croit à la République, à ces valeurs d'indépendance des pouvoirs et de séparation des pouvoirs, lorsqu'on a une pareille décision, et ce n'est pas la première du genre, on ne peut que dire qu'il y a de l'espoir. Parce qu'on veut construire une grande communauté qui se base sur des valeurs fondamentales où les uns et les autres sont en capacité de s'affranchir du puissant. Lorsqu'un juge décide de pouvoir se prononcer en toute indépendance et avec son intime conviction et que celui-ci prend le contre-pied des décisions politiques, on ne peut que s'en féliciter. Demain, on aura donc une cour de justice en capacité de pouvoir défendre des citoyens, des individus face à des États. Et pour moi, c'est un commencement encourageant. Pour le reste, dans la capacité de cette institution à la bonne exécution de sa décision, il va falloir bien sûr y travailler. Mais déjà, l'on ne peut que applaudir. Il ne faudrait pas cracher là-dessus ou alors s'en défaire. Bien au contraire, se dire que nous sommes dans une communauté sous-régionale où nous nous donnons les moyens de pouvoir fonctionner de la manière la meilleure possible. Pour le reste, on se donnera les moyens de pouvoir commenter, puisque la réaction de la CEDEAO est de camper sur sa position et de maintenir ferme ses décisions de sanctions suffisamment lourdes. C'est une posture politique afin de pouvoir atteindre un résultat le plus rapidement possible. Mais pour ce qui est de la réaction de notre Cour de justice, on ne peut que s'en féliciter pour le citoyen que je suis, dire qu'il y a de l'espoir pour demain. Guillaume ? Oui, bon, du point de vue donc, du citoyen, effectivement, il faut se réjouir que nos institutions sous-régionales, communautaires, fonctionnent. Et si la Cour de justice de l'UEMOA a pris cette décision, je me dis qu'elle a motivé, qu'elle a des raisons. Mais ma préoccupation, est-ce que cette décision peut s'imposer à la CEDEAO? D'autant plus que c'est la question principale. Plusieurs pays membres de la CEDEAO ne sont pas membres de l'UEMOA, notamment le puissant Nigeria, le Ghana, etc., qui sont aujourd'hui... Donc moi, la question que je pose, c'est cela. Est-ce qu'une décision de la Cour de justice de l'UEMOA peut s'imposer à la CEDEAO? Je ne suis pas très technique sur ces questions de relations internationales, de relations entre nos institutions communautaires. Mais je dis, si les juges de l'UEMOA montrent cette capacité à pouvoir s'affranchir ou à prendre une décision qui, visiblement, casse une décision des chefs d'État, c'est pour le symbole une bonne chose. Seulement, il faut aussi qu'on ne perde pas de vue l'objectif. Notre sous-région n'a rien à faire avec des putschistes. On s'est beaucoup battu pour la démocratie dans cette sous-région. On a vécu le martyre avec ses pouvoirs dictatoriaux, ses pouvoirs militaires, pour qu'on revienne 30, 40 ans après avec des putschistes qui n'ont rien à proposer au fait. Quand vous voyez le Mali et les chefs d'État... Vous approuvez donc la pression que la CEDEAO met sur le Mali? Moi, j'ai toujours été partisan de cette pression. Et je dis, ils sont même gentils. Il y a eu 18 mois. Ils sont même gentils, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre? Mais ils auraient pu dire à M. Goïta de quitter, de débarrasser le plancher. Lui accorder 12 à 16 mois, pour moi, c'est un peu trop. C'est être laxiste. Le monsieur a fait 18 mois, il n'a rien fait. Il n'a rien prouvé. Il tourne en rond. Donc il faut que M. Goïta et ses amis comprennent qu'ils n'ont pas leur place au palais de Koulouba et qu'ils doivent débarrasser le plancher. Donc, je dis, il ne faut pas aussi que la décision de l'UEMOA soit interprétée comme un soutien à ces putschistes-là qui, en vérité, mettent notre sous-région en retard. Aujourd'hui, il n'y a pas de relation commerciale correcte entre le Mali et la Côte d'Ivoire, alors que nous avons des économies interdépendantes. Donc, il faut que ces putschistes-là quittent là pour que la vie de nos citoyens de la sous-région puisse reprendre normalement. Docteur Sylvain Nguessan. Bon, moi, j'ai du mal à voir des décisions de l'UEMOA arrimer à des décisions de la CEDEAO, sachant que le Nigeria et le Ghana ne sont pas... Pourquoi est-ce ces pays-là qui poussent les pays membres de l'UEMOA qui sont à la CEDEAO à faire freiner le fonctionnalisme économique de notre Union? Il aurait fallu pour la forme de CEDES 2 réunions. Une réunion de la CEDEAO qui prend ces mesures, une autre réunion des pays de l'UEMOA qui décide de ce qu'il ferait du fonctionnalisme de notre économie. Nous sommes en pleine guerre économique, il ne faut pas croire à ces histoires de démocratie, machin. Si demain,
l'UEMOA est Nous, on dérégulé. croit à la démocratie. On y croit. Voilà. Non, on y croit à la démocratie. On y tient. Monsieur, laissez le docteur Sylvain Gueye s'en terminer. Derrière ces beaux discours qui voudraient faire prévaloir la démocratie, il y a une guerre économique qui a lieu. Si demain, l'UEMOA est mal financièrement, ce n'est pas le Nigeria qui va en partir, ce n'est pas le Ghana qui va en partir. C'est nous qui pesons pratiquement 35-40%. C'est la Côte d'Ivoire qui pourrait subir tout ce que le Mali fait. Tout ce qu'on aura suscité économiquement au Mali avec le riz souverain, etc. etc. Alors, moi, j'ai très mal de voir une UEMOA qui obéit aveuglément aux décisions prises par la CEDEAO, où siège le puissant Nigeria, avec son 6% du PIB de l'espace CEDEAO, qui gère sa banque centrale, que le Nigeria gère sa banque centrale, que le Ghana gère sa banque centrale, qu'on laisse les pays de l'UEMOA, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et autres, on gère nous aussi notre banque centrale. Très bien. J'avais dit sur la question. Franck? Peut-être rapidement pour qu'on comprenne tout ce qui se passe. Les décisions de sanctions de la CEDEAO sur les aspects économiques et financiers se sont appuyées sur la réunion des instances de l'UEMOA. Merci. Dans un premier temps, en disant, nous basons sur ce que l'UEMOA a décidé, nous avalisons toutes ces sanctions économiques et financières, la saisie des comptes du Mali à la BCEAO, ce genre de choses. La CEDEAO, a priori, n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, ils se sont appuyés sur les décisions de l'UEMOA. Donc, aujourd'hui, la décision qui est prise par la Cour de justice de l'UEMOA, normalement, par parallélisme des formes, devrait pouvoir s'imposer à la CEDEAO, puisqu'elle a fondé sa décision sur une décision antérieure de la Cour de l'UEMOA. On est bien d'accord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, je suis un peu gêné mais après, je comprends un peu les positions. C'est que la médiocrité est tellement rampante qu'on se satisfait du peu. Parce qu'aujourd'hui, on prend une décision, d'accord, et le lendemain, on dit, cette décision qui a été prise là, à la limite, permettez-moi l'expression, on s'en fout, on continue à mettre la pression. Donc, à quoi ça sert de prendre une décision si elle ne peut pas être exécutée? Moi, j'ai un problème avec ça. Et comme je dis, comme on a la médiocrité qui est rampante, alors on veut s'en enorgueillir. Moi, je ne veux même pas rentrer là-dedans. L'autre chose qu'il importe de noter, et j'aime bien le propos de Guillaume tout à l'heure qui dit qu'il est d'accord avec les sanctions de la CEDEAO et tout. À un moment donné, l'honnêteté et la probité voudraient que lorsqu'on prend une décision, on s'arrête, on marque un instant et puis on fait un point de la décision. Les sanctions qui ont été prises contre le Mali, quel est le point qu'on fait de ces sanctions aujourd'hui? En quoi est-ce que ça a bougé le curseur pour faire partie les membres de la junte et ainsi de suite, à part faire souffrir les populations? Donc j'aimerais que ce débat-là, honnête, on puisse l'avoir pour dire, ça fait 4 semaines ou 2 mois qu'on a pris des décisions, voilà les avancées par rapport à ces décisions. Parce qu'on a les mêmes acteurs ici en face qui nous avaient prédit que 2 semaines après ces décisions-là, la population allait sortir, le Mali allait péricliter, ce genre de choses. Aujourd'hui, 6 semaines après, on ne voit pas un début d'évolution de ces sanctions-là et on n'a pas l'honnêteté de dire qu'on s'est planté à un moment donné. Voilà que... Parce qu'à la limite, j'ai bien envie de dire, à la limite, ces sanctions prises par la CEDEAO sont inefficaces, inopérantes et même pas opérationnelles. C'est votre point de vue. À part faire souffrir les peuples, parce que je ne pense pas que ce qu'on appelle les putschistes aujourd'hui aient été touchés d'une quelconque manière par ces sanctions-là. Très bien. On vous a bien compris, Franck-Stéphane Dédy. Monsieur, je vois que vous bouillonnez, vous voulez réagir, ce sera juste après cette courte pause. Plateau de NCI 360, avant la pause, nous évoquions les sanctions, la pression que la CEDEAO maintient sur la junte au pouvoir au Mali, ainsi que l'ultimatum lancé aux juntes au Burkina Faso et en Guinée. Alors, tout à l'heure, Franck-Stéphane Dédy posait une question de fond. Est-ce que les sanctions annoncées par la CEDEAO depuis janvier-février ont eu un impact sur la junte au pouvoir au Mali? Guillaume Bateau, vous avez la main levée avant même que je ne vous donne la parole, donc allez-y. Oui, d'abord, avant de venir sur le bilan que Franck souhaite, Franck a dit son étonnement que la réunion de la CEDEAO soit tenue et que les chefs d'État n'aient pas tenu compte de la décision de la Cour de justice de l'UEMOA qui était intervenue 1 ou 2 jours auparavant. Je veux faire comprendre que d'abord, cette décision ne concerne que l'UEMOA. Donc la CEDEAO, à la limite,
je veux dire, n'a rien à faire. Mais en plus, c'est une décision de justice. Et je pense que, je ne connais pas bien les mécanismes, je pense que les chefs d'État de l'UEMOA qui ont pris la décision sur laquelle s'est appuyée la CEDEAO vont certainement faire appel. Parce que c'est le principe. La Cour a décidé. Si les chefs d'État qui ont pris cette décision pensent que c'est dans le bon droit des populations et des principes de l'UEMOA, elles vont certainement faire appel. Donc, je ne pense pas que la décision soit péremptoire et définitive. Bon, ça, c'est les juristes qui nous expliqueront. Mais je dis, la réunion de la CEDEAO, l'UEMOA n'étant pas, réunis encore, il faut attendre que les chefs d'État de l'UEMOA se réunissent, qu'ils évaluent la situation par rapport à cette décision et peut-être décident soit de revenir sur leurs propres sanctions qui ont servi de prétexte à la CEDEAO ou non. Maintenant, sur le bilan, Franck dit que oui, il faut qu'on fasse le bilan. Oui, il faut faire le bilan. Aujourd'hui, si M. Goïta et ses amis reviennent à la table de discussion et proposent maintenant 2 ans au lieu de 5, il y a bien une cause. C'est pas parce qu'ils sont devenus tous adultes gentils. Pour vous, ces sanctions ont montré leur efficacité. Bien entendu. Et ces sanctions ont pour vocation de mettre la possibilité que la junte n'a rien subi. Je n'en suis pas sûr. Et je dis aussi, il ne faut pas faire croire faut pas faire croire que cette junte-là, elle représente l'ensemble du peuple malien. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de Maliens. Vous avez vu toute la peine que nous avons eue. L'ancien premier ministre Soumaïl Boué-Maïga, il est mort en prison. Alors qu'il il est mort dans une clinique. Oui, mais il était déjà escamoté. Non, moi je vous cite. Mon travail de journaliste consiste à relater le fait. Monsieur est décédé dans une clinique. Si vous envoyez quelqu'un qui est en train d'agoniser à la clinique, si vous envoyez quelqu'un qui est en train d'agoniser à la clinique, mais il est mort en prison. Moi, je n'ai pas dit plus. Je dis qu'il était en clinique. Oui, je dis, depuis plusieurs mois, les médecins du Premier ministre Soumaïl Boué-Maïga et des membres de sa famille ont souhaité, avec des preuves à l'appui, qu'il soit évacué. La question a été, la junte a refusé. Mais si vous attendez que quelqu'un, dans ces dernières heures, que vous l'envoyez à la clinique, c'est encore plus grave. C'est un crime encore plus grave. Donc, il ne faut pas... La junte a produit un communiqué pour dire que depuis 3 mois, me semble-t-il, l'ex-premier ministre malien se trouvait dans cette clinique. L'ex-premier ministre malien souhaitait se faire soigner à l'étranger. On aurait pu lui permettre, ici en Côte d'Ivoire, le ministre Guikaouye, il était en prison. Quand on a eu besoin de se faire évacuer en France, il est parti. Oui. C'est un cas pratique. Donc, il ne faut pas... D'autres ont demandé le dégel de leurs affaires pour se faire soigner, l'ont pas eu. Je parle de vie ou de mort, tu parles d'argent. Je parle de vie ou de mort, je parle d'argent. Certains ont demandé le dégel de leurs affaires pour se faire soigner, ils n'ont pas eu. S'il vous plaît. Ils sont morts. Voilà. Donc, docteur Sylvain, merci. Sylvain Guessant, moi, c'est moi qui avais la parole. Oui, terminez et je rapidement. disais que la junte au Mali est illégitime et illégale. Et si il n'y avait pas cette pression de la CEDEAO, ces sanctions, il ne serait pas revenu plus raisonnable pour souhaiter maintenant 2 ans en plus des 18 mois. Donc pour vous, les sanctions ont été efficaces. Ouais. Sylvain Guédé-Debailly. Oui, moi je voudrais revenir à la question centrale que vous avez posée, à savoir la décision de la Cour de justice de l'UEMOA. C'est une bonne décision et c'est une décision qui prouve que nos cours de justice, si elles veulent travailler, elles peuvent bien faire leur travail. Et cette décision rappelle, à mon avis, une autre décision qui avait été prise à l'époque concernant la Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà. Maintenant, une chose est de prendre une décision et une autre est de voir l'application de cette décision-là. Bon, ça, c'est aux juristes de débattre de cette question. Mais je veux dire que sur cette question, c'est des États africains qui sont désavoués. Et donc, ces États-là devraient, à mon sens, ne serait-ce que de façon morale, revoir les choses, revoir leur position par rapport à ces pays-là. Parce que moi, j'ai toujours parlé de la CEDEAO des peuples. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec nos institutions ouest-africaines, là, on a l'impression qu'il y a un groupe de chefs d'État qui se ligue contre un autre groupe de chefs d'État. Guillaume Bateau parle souvent de jeunes. C'est le mot consacré. C'est pas moi qui ai écrit. Oui, des mots consacrés, mais c'est quand même péjoratif. Pour dire que ceux qui sont là, ceux qui sont au Mali, que moi j'appelle les autorités maliennes, ce sont quand même des gens qui sont là parce que aussi le peuple malien, une bonne partie, une bonne frange du peuple malien approuve qu'ils soient... Attention, Ils n'ont pas été élus. Mais il faut faire attention. Il faut aussi respecter la position des peuples. Il faut respecter les peuples africains. Rien ne dit qu'au Mali, ces gens qui sont là ne sont pas pour les Maliens. Donc, je veux dire,
ce qui va se passer ici, dans cette décision-là, il faut que les chefs d'État revoient un peu leur positionnement par rapport au Mali. On annonce, on n'a même pas encore fini de régler la question malienne, que déjà on met sur la table la question du Burkina Faso. C'est la même question. Mais moi, je dirais S'il vous plaît, monsieur. qui trop embrasse mal le train, parce que là où ce que les chefs d'État ne voient pas venir, c'est de voir, comme le disait tout à l'heure Franck, c'est de voir si un jour, ces trois pays, qui sont le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, se liguent également pour aller contre la CEDEAO. Oui, mais ça peut D'accord, c'est une hypothèse. C'est la totale. Aujourd'hui, les sanctions, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien, en quoi elles sont efficaces aujourd'hui? La transition est toute trouvée. Le Sénégal en partie. Sylvain Debailly, la transition est toute trouvée. On a M. Diaoro Sila qui nous appelle de Bamako au Mali. Par exemple. Et lui, justement, pour lui, les sanctions n'ont aucun effet sur le Malien lambda. Monsieur Diaoro, bonsoir. Tant mieux. S'il vous plaît, monsieur. Bonsoir, allez-vous Nous allons très bien, monsieur, s'il vous plaît. Nous avons quelqu'un en ligne. On vous écoute, allez-y. Voilà, donc je voulais tout simplement dire que, vu du Mali, sincèrement, nous battons à nos occupations quotidiennes et c'est comme si de rien n'était. D'accord, Voilà, donc... on pense que c'est du bluff. Voilà, on nous parle de sanctions. Bon, mais la vie suit son cours normal. Les sanctions n'ont pas eu un effet sur le pouvoir d'achat des populations, non? Moi, je suis un opérateur économique. Oui. Et sincèrement, vous n'allez pas me croire, on a plus de marché depuis le début des sanctions. Donc, sincèrement, tout se passe, pour être honnête avec vous, tout se passe comme si de rien n'était. Très bien. En tout cas, merci à vous, monsieur Diaoro Sila. Vous nous appelez depuis Bamako. Oui, Arthur, allez-y. Ils ont eu deux fois la parole. Moi, je reviens à vous tout de suite. D'accord, je pense que M. Silla va donc contredire la décision de la Cour internationale de l'UEMOA. Parce que c'est en s'appuyant sur la souffrance des peuples que la CIJ de l'UEMOA recommande qu'on suspende les sanctions. C'est même pas par rapport Après, il faut peut-être relativiser. Un opérateur économique n'a pas la même capacité. Voilà, c'est Dans tous les cas, une décision. D'accord, on est bien d'accord. Terminé. C'est pour montrer toutes les limites de... Oui, bien sûr, allez-y, terminé. Mon propos va aller sur deux ou trois choses d'abord. Sylvain Debailly a parlé de CEDEAO des peuples. Mais c'est parce que nous voulons la CEDEAO des peuples que nous punissons les putschistes. Vous dites que ces gars-là, ils sont soutenus par le peuple. Voilà pourquoi faire les élections. Comme ça, les Maliens vont dire clairement, nous, on soutient cela. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas, la CEDEAO n'impose pas aux Maliens quelque chose. Au contraire, la CEDEAO se bat, et c'est très bien ce qu'elle fait, pour que les Maliens choisissent. Pour ne pas que ce soit les armes qui choisissent. Parce que vous ne comprenez pas, M. Sylvain Guédé, c'est que ceux-là ont commis un putsch. Ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été choisis par les Maliens. Ils ont été choisis par la force. Et ça, c'est condamnable. C'est une honte qu'au XXIe siècle, on ait des gens, en plus comme vous, qui soutiennent des régimes qui sortent des armes. Vous devez avoir honte de cette position. La position, je termine. Non, mais c'est grave quand même qu'on soit sur le plateau et que ce monsieur nous dise que... Qu'est-ce que la démocratie a donné au Mali? Il y a des élections au Mali. Monsieur Banga. Je vais revenir. Alors, vous nous ouvrez... Ils veulent normaliser. Nous tous en soutien la démocratie. Il ne faut pas croire qu'il y a une partie qui est... Je vous sais très discipliné d'ordinaire. Je vais revenir sur moi. Terminer rapidement. Après, vous aurez la parole. D'abord, c'est parce qu'on veut la CEDEAO des peuples qu'on est contre les putschistes. C'est parce qu'on aime les peuples qu'on veut que les peuples choisissent leurs gouvernants et que ce ne soient pas des gens qui utilisent l'argent du contribuable pour acheter des armes, pour le retourner s'imposer au pouvoir pendant des années. Les sanctions payent très bien. Si elles ne payaient pas, le régime malien n'allait pas passer de 5 à 4, puis à 2 ans. On le saurait. Ils vont venir aux 16 mois. Aux 16 mois que la CEDEAO demande. Je vais terminer pour dire, oui, si des gens, parce qu'ils sont amoureux des putsch, veulent quitter la CEDEAO, oui, la CEDEAO, c'est des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la démocratie. Donc ceux qui ne partagent pas nos valeurs peuvent créer leur groupe de putschistes, il n'y a même pas de problème. C'est le non-respect aussi des décisions de justice. S'il vous plaît. Alors, merci Arthur. Je vais terminer pour dire qu'on n'a pas peur que 3 pays qui veulent faire du putsch, des coups d'État, la règle d'acquisition pouvoir, quittent notre intégration. Merci beaucoup, Arthur Manga. Docteur Sylvain Guessant. Docteur Sylvain. Je suis surpris que des gens parlent à la place des institutions. Bref. On est aussi surpris que les gens parlent à la place des peuples. Landry, attention. Sylvain Guessant, allez-y. Je suis surpris que cette CEDEAO bande autant le muscle face au Mali, alors que
Depuis 2002, il y a les attaques terroristes dans le nord de Mais est-ce qu'il y a hors sujet? Non, Arthur, vous n'avez pas... de la plaque, hein. Vous n'êtes pas l'unité de mesure des sujets ou hors sujet. S'il vous plaît, attention, monsieur. Docteur Sylvain Guessant, je réclame le débat. Allez-y, vous comptiez vous exprimer sur l'efficacité de ces sanctions. Depuis 2002, on attendait que cette CEDEAO mette en place un simple état-major pour pouvoir harmoniser la politique de sécurité de son espace. Elle en a été incapable 20 ans plus tard. C'est cette CEDEAO qui retrouve les biceps, qui est en train de se concentrer sur le cas du Mali. Qu'est-ce que la CEDEAO aurait dû faire, selon vous? Les sanctions contre le Mali, les premiers Maliens qui sont contre-productives, selon vous? Bon, contre-productives, je ne sais pas. Mais les premiers citoyens maliens qui vont en pâtir, ce n'est pas l'élite qui est au pouvoir au Mali. Ce n'est pas le Premier ministre, le président Goïta, ce n'est pas le Premier ministre Choguel, ce ne sont pas les membres du gouvernement, du Parlement. Je pense que c'est un modèle classique qui consiste à mettre la pression sur le gouvernement pour que justement que les populations se retournent contre elle. Ça marche partout. Oui, depuis les années 90, tous ces amarres qui ont été mis sur les pays, soi-disant fermer les frontières, etc., l'histoire a démontré, la leçon qu'on en tire, c'est que le peuple subit, mais l'élite n'en pâtit pas. Ah ouais? Elle n'en pâtit pas. Docteur Arthur Banga, attention, je vous mets un carton rouge si vous reprenez cela. Attention, vous aurez la parole à votre tour tout à l'heure. Terminé. Okay. Donc le citoyen ordinaire, le malien, il va subir, c'est sûr, ces sanctions-là. Mais l'élite, ce n'est pas demain la veille qu'elle va subir ces sanctions. Moi, je ne vois pas vraiment la portée de ces sanctions. Il aurait été intéressant. Encore que le Mali est en train d'organiser, tant bien que mal, sa résistance. Certains avaient dit que fin janvier, les salaires ne seraient pas payés. Nous sommes en fin mars, ça fait quand même 3 mois. Donc, le Mali, selon ce qu'on a lu dans la presse, je n'ai pas visité le Mali depuis lors, les ports de certains pays, 2 pays sont constamment cités, seraient en train de servir de base arrière à la résistance, etc., au Mali. À mon avis, la CEDEAO avait une belle occasion là de pousser un peu plus, ouvrir un peu plus les vannes, négocier, pousser un peu plus flexible. Être plus flexible, voilà, de sorte à ce que l'harmonie puisse revenir dans la sous-région. Le Burkina a 275 000 m², le Mali 1 241 000 m², la Guinée 245 000 m². Ça fait 1 700 000 m² qui pourraient échapper à l'espace CEDEAO. Je ne parle pas des seulement aspects économiques, je parle même de la sécurité à l'intérieur. Et la meilleure façon d'aider la CEDEAO, c'était d'être flexible de sorte à ce que ces pays-là ne puissent pas. Je crains que ces 3 blocs puissent s'organiser. Non. La Côte d'Ivoire paie déjà officiellement, je ne sais pas l'attaque ivoirienne lambda, je ne sais pas mon institution. Pour moi, 200 milliards que la Côte d'Ivoire paie avec le Mali, ça fait déjà beaucoup. Le Burkina s'y mettrait, ça pourrait 600 milliards qu'on paye. Ça fait quand même énorme pour la Côte d'Ivoire. Mon avis, je souhaiterais que la CEDEAO puisse devenir un peu plus flexible. Quand les présidents de l'espace UEMOA vont s'organiser, quand ils vont se rencontrer, qu'ils soient un peu plus flexibles au niveau de ces sanctions-là, de sorte à ce que graduellement, peut-être la dernière réunion a échoué, la deuxième, la troisième, quand la quatrième, on puisse parvenir à un certain consensus, de sorte à sortir ces pays-là de cette impasse. Très bien. Franck Stéphane? Oui, merci Ali. Ali, tu as rappelé quelque chose tout à l'heure que je veux reprendre pour bien expliquer, surtout à Guillaume et aux autres pour qu'ils comprennent bien. Le premier élément, c'est que... Vas-y, professeur. Le premier élément, c'est qu'on sort des batteries de sanctions qui marchaient il y a 40 ans, avec un mécanisme bien connu. On met la pression économique et financière en espérant que le peuple se soulève pour faire partir les putschistes. Sauf qu'on est dans une situation où, pour moi, de mon point de vue, la CEDEAO a mal analysé l'état des lieux. Le peuple ne se révolte pas. Les putschistes sont là. Et apparemment, ils semblent porter les aspirations les plus profondes des peuples. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat sur la légitimation ou non des putschs et autres. Une chose est claire, c'est que, qu'on ne se le cache pas, qu'on ne se le nie pas, qu'on le veuille ou pas, les putschistes sont aux affaires. Et donc, vous avez posé une question qui est de savoir, dans un tel cas, qu'est-ce que la CEDEAO devrait faire? Et je pense que c'est là où elle se plante, mais royalement. Le premier élément, c'est que tu as parlé de démocratie tout à l'heure. On veut qu'au pouvoir, il y ait des personnes qui sont élues par les peuples. Mais que fait-on lorsque 2 tiers du territoire est aux mains des terroristes et que les populations qui sont dans ces zones-là ne peuvent pas aussi voter? Pourquoi on veut leur retirer leur droit de vote? Alors que dans le moratoire que les éléments de la junte présentent, ils vous disent que nous avons besoin de tel nombre de mois
pour que nous puissions nous organiser avec nos partenaires de la sous-région, s'ils le veulent, afin de faire partir les terroristes, afin de libérer les zones qui sont occupées, de sorte qu'on puisse avoir l'entièreté de notre territoire et que les populations puissent voter à tout le monde. Donc je pense que la bonne décision pour la CEDEAO devrait être de dire, OK, voilà ce que vous proposez, vous pensez qu'en luttant seul, ça va vous prendre 5 ans. Nous, on va mobiliser Ecomog, par exemple, dont on vante les mérites qui datent de la guerre civile au Libéria. Aujourd'hui, on ne sait pas l'état de cette force-là. Donc, la CEDEAO devrait venir de façon collégiale avec les putschistes pour leur dire, vous demandez 5 ans parce que vous pensez lutter seul contre les terroristes. Nous, on vient avec Ecomog. On pense que si on joint nos forces, ça va nous permettre de gagner 1 an ou 2. Parce qu'aujourd'hui, on veut que dans les 3-4 prochains mois, on aille aux élections. Non, et puis dans 12 mois, on aura des morts en cascade dans plusieurs régions du Mali. Et puis un autre groupe de militaires va se lever en disant que nos présidents ne nous donnent pas les moyens d'aller nous battre au front. On va encore renverser et ainsi de suite. Et on est dans ce schéma perpétuel-là qui nous... on confond très souvent vitesse et précipitation. On a bien entendu votre point de vue, Franck Stéphane. Je suis bien obligé de vous interrompre. Messieurs, je vous donne la parole à Arthur Banga après avoir entendu M. Koulibaly qui nous appelle de Bamako. Pour lui, cette intervention, cette énième intervention rencontre de la CEDEAO, il le perçoit comme une ingérence. M. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, M. Diarrassouba. Vous nous appelez de Bamako, on vous écoute. Oui, bonsoir, M. Diarrassouba, et bonsoir à vos spécialistes sur le plateau. Je m'appelle Koulibaly Agaï. Je vais juste poser une question à M. Guillaume. Allez-y. Vous savez, moi, je n'ai pas compris. Je voudrais qu'il me donne l'explication qu'il y a eu comme adresse selon la déclaration du président Macron sur la suspension de RFI et de France 24 au Mali. Quand on a demandé le président a dit qu'il va s'entretenir avec le président de la CEDEAO pour voir les sanctions contre le Mali. Et il a dit encore mieux que depuis le printemps 2021, il a fait la même chose. Donc nous, Maliens, nous voyons tout de suite les mains invisibles de la France derrière la CEDEAO. Ça, c'est mon premier point de vue. Le second point de vue sur le décès de notre regretté Premier ministre, M. Soumaïla Bouba Maïga, à son âme, c'est que c'est un grand homme politique. Il a eu à occuper beaucoup de postes au Mali, de responsabilités. Moi, de mon point de vue, on doit réfléchir à quoi? Aujourd'hui, les responsables doivent se dire, si on est responsable, on doit faire de telle sorte que le Mali puisse avoir un meilleur plateau. Dans nos structures hospitalières, il faut que nous ayons des bons plateaux pour que chacun puisse mieux soigner au Mali, mais pas parce que quelqu'un qui est responsable ou qui est riche, qui a de l'argent, il peut aller se soigner ailleurs. C'est un débat qui est relatif parce que même les pays occidentaux qui ont de bons plateaux techniques, il y a des morts. Donc je pense que ce débat, on ne pourra pas finir de le faire. Terminez rapidement, allez-y. Voilà, je vais juste dire qu'on me donne comme adresse l'explication sur la déclaration du président français. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, M. Koulibaly de Bamako. Il a interpellé Guillaume Bateau directement. Guillaume, allez-y. Oui, M. Koulibaly, bon, moi, je ne suis pas le porte-parole du président Macron. Merci. Mais sur la question de la suspension de RFI et de France 24, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi, pendant longtemps, j'ai été le secrétaire général du syndicat des professionnels des médias de Côte d'Ivoire. Et vous intervenez très souvent. Je condamne fermement cette suspension de RFI et de France 24. C'est une raison de plus pour moi de détester cette junte parce que finalement, M. Goïta et ses amis ne sont pas aussi démocrates, ne sont pas aussi pour la liberté d'expression telle qu'il faut croire. Maintenant, que dit la déclaration du président Macron? Je pense que vous pouvez envoyer un message au service de l'Élysée et vous répondront. Sur la question du Premier ministre Bouba Maïga, mais moi je suis malheureux qu'un Malien dise que oui, comme il n'y a pas de plateau technique au Mali, M. Maïga peut mourir. C'est ce que vous avez dit. Non. Et je suis triste que vous puissiez le dire. Et vous l'avez reconnu, M. Maïga. Il a servi son pays à de hautes fonctions. Il ne méritait pas de mourir juste parce qu'il n'est pas d'accord avec M. Goïta. Sur ces deux questions, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je pense que M. Goïta et ses putschistes, même si mon ami Sylvain de Bailly n'aime pas ce mot, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Un voleur, on l'appelle un voleur. Non, M. Goïta est un putschiste. Et il doit débarrasser le plancher. Arthur Banga. Je vais répondre à deux choses par rapport rapidement. La première chose, et même avec Sylvain, qui est d'ailleurs expert dans la question, donc normalement, ce qu'il dit, ça donne plus d'écho. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? La CEDEAO a agi. Elle a agi. Les premières forces qui sont interposées au Mali, ce sont les forces de la CEDEAO en campagne.
Je suis en train d'intervenir. Franck Stéphane, laissez-le terminer. Allez-y, Arthur. La question que vous avez posée tout de suite, M. Dédi, c'est de dire que la CEDEAO aurait pu dire on contribue. Mais la CEDEAO contribue déjà. Le seul territoire, le seul théâtre sur lequel la Côte d'Ivoire a perdu des hommes, c'est le théâtre malien. Il ne faut pas nier les efforts que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, même en crise, avait des hommes à la CEDEAO. Le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Ces forces qui sont venues intervenir dans le cadre de la CEDEAO, comme en Côte d'Ivoire, sont passées sous mandat onusien. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on veut modifier le mandat onusien du chapitre 7 au chapitre 8. Parce que là, elles sont là comme force d'interposition, de maintien de la paix et pour surveiller. Et donc, il faut modifier le mandat. Donc, les pays d'Afrique de l'Ouest sont engagés. Le Togo, la Côte d'Ivoire, pour preuve, c'est sur le théâtre malien que la Côte d'Ivoire a perdu des hommes. Preuve de l'engagement fort de la Côte d'Ivoire et de tous les pays de la CEDEAO au sein pour sauver. Maintenant, revenons au calendrier. S'il vous plaît, un peu plus de discipline, s'il vous plaît. C'est parce qu'on écoute les propositions de Assimi Goïta, mais c'est pour ça qu'on est passé de 12 à 16 mois. Personne ne dit, M. Goïta, si on devait appliquer les tests de la CEDEAO, M. Goïta n'aurait même pas dû s'asseoir. C'est parce que la CEDEAO analyse la situation. Elle voit bien comment M. Goïta a fait son premier coup d'État. Il y a des troupes dans la ville. Donc on l'accepte, on lui dit, bon, assieds-toi là, comme malgré tout, il y a un environnement, mais c'est le même message qu'on envoie à Damiba, c'est le même message qu'on envoie à Doumbia. On n'est pas comme des robots, on regarde la situation. Il y a une situation tendue, vous êtes déjà là, ok, on s'accommode, c'est pas bien, mais bon, allez, restez là 18 mois. Pour régler, oui, on fait 18 mois. Au bout des 18 mois, il se lève un matin, il faut 5 ans. On va dire, attention, vous êtes sérieux là? 5 ans, ça passe pas. Non, il faut sécuriser. Ok, on vous aide à sécuriser, et pour sécuriser, on vous donne un on n'a pas le temps de faire l'exégèse de non, je veux préciser pour dire que toutes ces questions de sécurisation, d'efforts de la CEDEAO dans la sécurisation du Mali, sont des questions qui sont prises en compte. Et je rappelle, il faut respecter la mémoire des soldats, comme les soldats ivoiriens, qui sont morts sur le théâtre malien, signe de notre engagement envers ce pays. Très bien, André Couillot. Non, je voudrais qu'on soit plus ou moins sérieux. J'aime bien, M. Dédi le dit très souvent, il faut faire l'expérience des choses. Mais il y a des expériences qui sont obséquieuses. Il y a des expériences qui ne se font pas. Il y a des expériences qui ne peuvent pas nous ramener à une époque précisément médiévale. Parce que c'est une époque médiévale de dire parce que celui-ci, dans sa gouvernance, ne peut pas régler un certain nombre de problèmes, par voie de conséquence, j'utilise les armes, je le dégomme et je m'assois là. Mais attendez, on est c'est vous qui parlez de hors-sujet tout à l'heure. C'est vous qui parlez de hors-sujet tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, on parle de coup d'État. Pas d'autre chose, il n'y a pas d'hors-sujet. J'ai dit tout à l'heure que M. Dédi nous propose qu'en cas de mauvais fonctionnement d'une gouvernance, il y a la possibilité, là, de pouvoir écouter les aspirations du peuple et donc d'utiliser les moyens qu'on a. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, vous aurez la parole vous pour aurez l'occasion de rectifier par la suite. pensée. Je dis une chose qui est certaine. Au niveau de la CEDEAO, nous avons des valeurs. Les sociétés humaines se construisent avec des valeurs. Elles peuvent avoir des difficultés dans leur application, mais ce qui fait la noblesse de l'espèce humaine, c'est de pouvoir travailler et de tenir ces valeurs-là. Au niveau de la CEDEAO, on travaille à ça. On voudrait bien que lorsqu'un peuple se sent être floué par des gouvernants, il ait la possibilité, lors de prochaines élections, de pouvoir le dégager et ce de manière normale. Ici, ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Guinée sont de mauvais exemples. Et il ne faut pas que ces mauvais exemples-là puissent servir de canevas à d'autres personnes. C'est tout ce que l'on dit. Pour ce qui est des sanctions, quand vous écoutez les communiqués de la junte au pouvoir, même si ce mot-là déplaît, ils nous disent que tout va bien. Et qu'à ce moment-là, ils tiennent le coup. Au point de vue économique et autant, les populations ne souffrent pas. Dans le cas contraire, ils mentent. Alors ce pouvoir-là ment donc. Attend à la population qu'aux autres personnes. Nous disons qu'il y a la possibilité aujourd'hui de se rendre compte que le curseur a changé. Quelqu'un qui était braqué sur 5 ans est aujourd'hui sur 2 ans. Il faut continuer à mettre la pression. On va descendre de 2 ans à 1 an et 1 an peut-être à 6 mois, qu'importe. Mais il est nécessaire que le seul baromètre que nous avons de civilisation et intelligible, qui consiste à mesurer l'adhésion des peuples à une vision, à un homme, un peu, ce sont les élections. Il n'y a pas autre chose que ça. Merci Landry. Est-ce que je peux repréciser? D'accord. Alors, on a M. Traoré Adama qui nous appelle de Caille au Mali. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Je voulais parler avec Arthur un peu. Il faut dire à Arthur. Oui. Vraiment, il n'a qu'à modérer ses propos. Moi, je suis votre émission tous les dimanches. Très bien. Merci. Arthur, il s'énerve, on dirait que c'est lui le président de la République, de la CEDEAO, je ne sais quoi.
Vous voulez voir venir, M. Traoré? Vraiment, ça va, tout va bien. Les sanctions de la CEDEAO, non, bon, on ne le sait pas. Vous ne le sentez pas? Ici, on ne le sait pas. Moi, je suis un déclarant en douane. D'accord. Donc vous faites partie quand même de la classe moyenne. Ça n'a rien à voir avec le citoyen lambda. Ah, pardon? Vous êtes de la classe moyenne, vous êtes déclarant en douane, donc ça va, comme on le dit dans le jargon ouest-africain, ça va chez vous. Voilà. Oui, mais il faut dire à Arthur de modérer ses propos. D'accord. Arthur Banga vous a bien entendu, il a un beau sourire. En fait, ce que je veux dire, moi, je suis très attaché au Mali. C'est un pays, je prends tellement de plaisir à y aller. J'ai grandi qu'avec des Maliens à l'EPP Lamé4. C'est un pays que j'aime. Et je ne veux pas que ce pays sombre. Je pense que ce pays est un pays qui nous a donné des leçons de démocratie avec Alpha Oumar Konaré, des leçons de résistance avec Amadou Toumani Touré qui a renversé la dictature de Moussa Traoré. Vous savez, votre pays est un modèle, était jusque-là un modèle de démocratie. Donc nous voulons que vous continuiez comme ça. Et moi, j'ai tellement d'amour pour votre pays que j'ai mal. Faisons en sorte que le Mali revienne vers la démocratie, que le Mali ne se coupe. Personne ne veut que le Mali se coupe d'un Très bien. monsieur. Donc nous sommes des Arthur Maliens. Banga, Nous M. voulons Traoré, que nous vous avez bien allions compris, certainement. Merci beaucoup, M. Traoré, de nous avoir appelés depuis Caille, au Mali. Docteur Sylvain Nguessan, bien sûr, on ne s'est pas suffisamment prononcé sur la question du Burkina et de la Guinée. Ces pays-là, la CEDEAO leur a accordé un ultimatum de mois, notamment pour le Burkina, pour la libération de l'ex-président de la République, Marc-Christian Kaboré. Docteur Sylvain Nguessan. Je suis tout à fait d'accord, il faut libérer maintenant le président Christian Kaboré, c'est tout à fait normal. Combien de mois déjà après le putsch, bon, son clan n'a jamais essayé vraiment de faire grande chose. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'il est une menace véritable pour les nouvelles autorités burkinabées, qui ont demandé d'ailleurs 3 ans pour une transition. Bon, la CEDEAO a ses réalités aujourd'hui. Je vais m'adresser particulièrement à tu qui s'adressait à moi particulièrement tout à l'heure. La mise en place d'une politique de défense, ça demande des choses. C'est malheureux, un coup d'État. Je me rends compte, quand on prend la question sur le volet purement militaire, celui qui fait le coup d'État, Damiba, lieutenant-colonel, donc au niveau coopératif. Mettre en place une politique de défense, ça demande du temps. Et apparemment, si j'interprète, je ne suis pas conseiller burkinabé, machin, si on regarde leur calendrier de 3 ans, je pense qu'ils ont demandé 6 mois pour mettre en place leur politique de défense, 2 ans pour pouvoir repousser la menace terroriste et 6 mois pour organiser les élections. C'est comme ça que j'interprète. Et malheureusement, ça ressemble très pour très au calendrier malien qui est militaire. Tu vois qu'il y a déjà la connexion. Non, pas forcément. Aujourd'hui, s'il y a des élections au Mali, moi je pense que Goïta et son groupe peuvent... S'il vous plaît. Chacun son lexique. Goïta et son groupe peuvent se mettre en retrait, faire voter une nouvelle constitution comme celle de la Côte d'Ivoire avec Guy Robert, qui leur protège un peu une certaine impunité. Et puis laisser le pouvoir organiser des élections. Le président qui viendra, il va subir les mêmes choses que ce qui s'est passé en 2012. 1 241 000 km² sans engagement fort, il ne peut pas recouvrer l'intégralité de ce territoire. Ce n'est pas possible. Bamako, c'est à peine 267 km². 267 km². Sur les 1 421 000 km². Ça demande un engagement fort pour pouvoir recouvrir, ne serait-ce que les 2 tiers. On parle de démocratie, le Mali est un exemple. Le Mali n'a jamais été un exemple. Il y a des questions sur lesquelles les intellectuels n'ont pas choisi de se prononcer. La question Touareg, qui date officiellement de 1958. 90, ils disent qu'ils ne sont pas prononcés. C'est cette question qui revient comme, qui renaît de ses cendres comme un monstre. Il aura élection demain au Mali. Un président, s'il va gagner. Mali, c'est 267 km². C'est insignifiant. Bamako, c'est 267 km². C'est le plus grand chiffre. Sinon, il y a 3 chiffres. 257, 262, 267. Prenons le plus large. 267 km. Il ne peut pas recouvrir l'intégralité. Les militaires vont aller mourir encore au front. Ils vont se soulever comme Aya Sanogo l'a fait. Ils vont revenir. C'est un cycle perpétuel. Pour une fois, laissons tomber les positions de trouvons une solution idoine à la situation malienne, de sorte à ce que l'intégrité territoriale soit recouvrée. Et c'est la même chose pour le Burkina Faso. Pour vous, à cause de sa grande superficie, le il faut un engagement fort. Il faut le traiter. Si un civil passe, les militaires vont le renvoyer encore dans 18 mois. D'accord, très bien. Franck Stéphane. Oui, moi je suis un peu surpris que dans le propos de Arthur, il se satisfait du putsch de ATT, alors qu'il est fondamentalement anti-putsch. Non, c'est en 90, c'est pas changé. Non. En 90, il faut avoir une position. D'accord, monsieur, le temps qui nous reste pour terminer cette émission, c'est le premier élément. Assez court, on ne va pas vous permettre de faire... Le deuxième élément, c'est qu'on se satisfait des valeurs de la CEDEAO qui sont de ne pas respecter les décisions de justice, par exemple. L'autre chose, c'est que depuis que la crise malienne a commencé, chaque auditeur qui appelle, qui réside au Mali,
visiblement, ils ne sentent pas les sanctions de la CEDEAO qu'ils jugent factices. Et en réalité, comme je disais tout à l'heure, la CEDEAO a un logiciel qui est dépassé. Je vous assure que dans les semaines à venir, quand ils n'auront pas en griffe gain de cause du Mali et de la Guinée, ils vont déployer les mêmes sanctions inefficaces, inopérantes, et on va être dans un cycle perpétuel de sanctions, de contre-sanctions et tout. On me dit que les sanctions ont rabaissé les prétentions de la junte. Moi, je pense que c'est faux. Avec tout le respect que je vous dois, c'est faux. Parce que la junte, ce qu'elle avait fait, elle a remis les conclusions des assises nationales à la CEDEAO. Non. Elle a rassemblé le peuple malien à travers les assises nationales. Le peuple malien a dit qu'on vous permet une transition entre 6 mois et 5 ans. C'est ce que le peuple malien a dit. Parce que ici, on rappelle qu'il faut porter les aspirations du peuple, ainsi de suite. Le peuple malien a dit qu'il se prononce sur une transition. S'il vous plaît, ramenons la discipline. Le peuple malien a dit qu'on voudrait entre 6 mois et 5 ans. La junte a fait que transmettre ces conclusions du peuple malien à la CEDEAO. En plus, la junte, dans tous ses communiqués, depuis le début, a rappelé sa disposition à la discussion avec les experts de la CEDEAO pour régler les questions de fond et ne pas s'arc-bouter sur la question des élections uniquement. Parce qu'il y a eu des régimes qui ont été démocratiquement élus avec le dernier, celui de Ibeka. Pourtant, aujourd'hui, malgré cette démocratie-là, voilà la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, je pense qu'il importe de se demander, est-ce que de la façon dont on a fonctionné à travers le temps, ça nous permet d'avoir des résultats pérennes sur le long terme. Il ne s'agit pas d'aller dans 6 mois à des élections. C'est important. Monsieur, non, s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes pour répondre rapidement. 30 secondes, pas plus. Je veux dire, d'abord, il faut arrêter de dire des contes vérités. Les assises, d'abord, ce n'est pas le peuple. On ne sait pas comment Goïta a choisi ces gars qui ont passé aux assises. Mais ce n'est pas grave. On suppose même que c'est le peuple. Ils ont proposé de 6 mois à 5 ans. Si c'était ça la volonté de proposer 6 mois à 5 ans, ils devaient accepter les 12 mois là. 12 mois, c'est pas entre 6 mois et 5 ans. C'est parce qu'ils ont choisi délibérément de faire 5 ans. Et la pression de la CEDEAO a permis de les ramener à 2 ans. Et je suis sûr que cette pression, elle doit aller au prochain sommet du 25 avril. S'il n'y a pas de réponse, elle doit encore augmenter vers des mesures plus sévères pour leur permettre de revenir vers nous. Lesquelles? Non, j'ai confiance en mes chefs d'État, ils vont trouver. Quelles mesures? Terminez, s'il vous plaît. J'embraye en même temps sur... Je vous avais 30 secondes, il vous reste. J'embraye rapidement sur la Guinée et le Burkina. Je trouve que la CEDEAO est assez laxiste avec ces deux pays. Voici des gens qui ont fait des putsch pour la Guinée depuis longtemps. Il faut que le 25 avril, si ces deux pays ne ramènent pas, n'ouvrent pas des négociations avec la CEDEAO pour un calendrier compatible, parce que la CEDEAO analyse bien la situation avant de proposer ces calendriers. Donc un calendrier compatible, il faut que les sanctions soient prises. En tout cas, la CEDEAO doit tout mettre en œuvre pour que sur l'espace CEDEAO, il n'y ait plus de coup d'État, que tous ceux qui vont se rêver de faire un coup d'État se disent que sur cet espace, quand je fais un coup d'État, toutes les institutions internationales se braquent. Très bien. Moi, ce que je ne comprends pas, Dr Sylvain Nguessan dit qu'il faut un engagement fort. La CEDEAO, Arthur a répondu à l'engagement de la CEDEAO avec des armées comme les armées ivoiriennes. Mais voilà des gens qui cherchent un engagement fort et qui chassent la force Barkhane et la force Takuba, tous les pays européens qui sont venus les aider. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent vraiment régler leurs problèmes? Parce que si vous voulez régler un problème, vous avez tous ces partenaires qui sont là depuis des années, qui vous aident à travailler. Vous connaissez le contexte, c'est difficile. Vous dites non, dégagez. Et nous, on va prendre Wagner. Et après, vous dites non, donnez-nous le temps. Mais il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Soit vous avez besoin du soutien, on demande le soutien à la CEDEAO, qui est déjà là. Tu l'as dit, les Africains qui sont là, les Nations Unies qui sont là, bah vous leur dites, bon, dégagez. Nous, on va appeler Wagner, mais en même temps, bon, donnez-nous 6 mois, s'il vous plaît. Quand tu as parlé tout le temps. Vous terminez, Guillaume Bateau, rapidement. Tu n'es pas le détenteur de la vérité. Non, Guillaume, je dis qu'il faut être conséquent. Si on a besoin d'aide pour chasser les terroristes, et puis on chasse ceux qui peuvent nous aider, alors donc il faut être conséquent. Alors maintenant, on a dit oui, Arsène dit, tout ce qui appelle du Mali, dit tout va bien. Mais on sait très bien
qu'il y a des Maliens qui sont en prison. On sait pourquoi on coupe RFI et France 24. Pas parce que les gens vraiment sont fâchés. Parce que France 24 et RFI permet un autre son de cloche sur Bamako. Voilà la vérité. Donc, on sait bien que ceux qui appellent sont des pushistes, sont des partisans des pushs. C'est peut-être ceux qui sont allés à ces assises nationales, mais il faut être cohérent. Monsieur, nous sommes bientôt au terme de cette émission. Vous aurez l'occasion d'attribuer les cartons jaunes, rouges ou verts selon votre opinion sur notamment les autorités de transition au Mali, au Burkina ou en Guinée. Vous aurez aussi l'occasion de vous prononcer sur la crise en Ukraine. Vous le savez, au sommet extraordinaire du G7 et de l'OTAN sur la guerre en Ukraine, les Occidentaux lancent l'alerte d'une probable crise alimentaire. Le président français, qui était face à la presse après la rencontre, accuse Vladimir Poutine d'être responsable de cette famine à venir. Si rien n'est fait, on retrouve Pierre Dipomela. Emmanuel Macron a proposé un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire mondiale et la production de céréales au niveau de l'UE et du G7 afin de répondre aux risques de famine que pourrait provoquer la guerre en Ukraine. Il a directement tenu pour responsable Moscou. Il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable. Pour le président français, il faut maintenir la pression par la cessation des activités des entreprises occidentales en Russie. C'est le choix qu'a fait Renault, c'est le choix qu'ont fait d'autres entreprises de cesser certaines activités. Je considère que nous, la priorité, ça doit être l'effet final recherché, qui est justement de stopper l'action russe. Voilà de manière très claire la position de la France. Dans les 12 mois à venir, il plane une famine inéluctable avec notamment des risques de pénurie de céréales en Égypte et en Afrique du Nord, selon Emmanuel Macron, qui appelle les pays européens à sortir de leur trop grande dépendance au pétrole et au gaz russe par une diversification des achats et une politique concertée avec les autres membres du G7. Monsieur, les cartons de la semaine, on commence avec cette alerte lancée par Emmanuel Macron qui estime que Vladimir Poutine serait le seul responsable d'une crise alimentaire mondiale. Arthur Banga. Là, mon carton rouge pour Vladimir Poutine, c'est le principal responsable, c'est celui qui a déclenché l'invasion de l'Ukraine. Et aujourd'hui, on voit bien que son armée peine à l'échec épatant sur le plan militaire. Il est temps peut-être de revenir à des négociations parce qu'après 1 mois et demi, à part Kherson, et la moitié de Mariupol, les milliers de bombes et les 60 km de chars qui ont été déversés en Ukraine n'ont pas pu faire la différence. Je pense qu'il est temps de revenir à la négociation, table de négociation qu'il a quitté lui sur le 24 février. Il est temps de faire la paix et de trouver des solutions durables pour permettre au monde d'éviter cela. La Russie est un grand pays. La Russie et l'Ukraine font aujourd'hui un espace assez important, voire toute la menace sur des économies, y compris les nôtres. Face à ce qui se passe en Russie. Donc, il faut franchement qu'on arrive le plus tôt à la paix. Il faut aussi un carton jaune quand même, toujours sur la crise ukrainienne à Joe Biden, parce que même s'il devait réagir fermement, hier, je pense qu'il a été trop excessif. On est au temps de la désescalade, et comme Emmanuel Macron l'a dit, il faut qu'on revienne à cette désescalade, parce qu'il est temps de trouver la paix. On a vu en 1 mois que la guerre ne pourra pas participer. Ce n'est pas avec ces propos-là qu'on aura la paix. Mon carton vert, pour terminer, c'est à Konaté Karim, pour sa première sélection. Footballeur ivoirien de l'ASEC d'Abidjan. De l'ASEC d'Abidjan. Voilà, il faut préciser, même si ce n'était qu'un match amical qu'on a perdu, mais bravo à, je pense que c'est la future star montante du football ivoirien. Il faut surveiller Coca, le Coca national. Donc félicitations à toi, Konaté Karim. Et pour très bientôt, je suis sûr que tu marqueras ton premier but en sélection en étant sous le maillot de l'ASEC d'Abidjan. Très bien, merci Arthur Banga. On a tout de suite lu le fanatisme et l'amour pour l'ASEC d'Abidjan. Alors je vais rappeler que Joe Biden est allé jusqu'à dire que Vladimir Poutine ne doit plus exactement être le dirigeant de la Russie. Rapidement. Alors, je ne vais pas rebondir sur la question de la SEC d'Abidjan, mais juste dire que cette guerre que fait la Russie à l'Ukraine nous montre combien de fois notre monde dans son ensemble est limité. L'interdépendance a créé la dépendance et l'inféodation. Et si de l'autre côté de l'Atlantique, l'on commence à s'organiser, à se réorganiser, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue militaire, il n'y a pratiquement aucune réaction, aucune réponse africaine. Et pourtant, nos économies
sont ou seront impactés durablement, ne serait-ce que pour la question du blé. Alors pour ma part, du pétrole, parce qu'on ne produit pas assez. Donc je me dis, il est temps pour nous d'avoir une réaction en termes de prospective, en termes d'intelligence, pour se dire comment est-ce qu'on serait capable, nous, de pouvoir produire de sorte qu'une guerre qui se fait à 3000 km, à 5000 km, n'ait pas autant d'impact sur nous. Il faut que l'Afrique réagisse. Oh, c'est vrai, il y a les chefs d'État qui sont interpellés, mais aussi, je parle du secteur privé, de tous ces grands investisseurs en capacité de pouvoir se réunir, de dire, voici des secteurs stratégiques pour nos économies, pour nos États. Il va falloir trouver à mobiliser l'investissement afin de gagner une certaine souveraineté alimentaire, énergétique, voire même à les moderniser. C'est le temps pour l'Afrique de saisir cette opportunité, cette malheureuse, justement cette malheureuse, afin de pouvoir apporter une réponse, la nôtre, face à cela. Très bien. Guillaume? Oui, moi je n'ai que des cartons rouges. Pour qui? Rouge pour Vladimir Poutine qui a déclenché cette guerre. Je pense que nous sommes à l'aide de la diplomatie. Il faut régler les problèmes par la diplomatie. La guerre n'est pas jamais une solution. Donc vraiment carton rouge au président Poutine. Carton rouge, bien évidemment, à Goïta et à ses amis pushistes du Mali. Carton rouge au colonel Damiba. Carton rouge au colonel Doumbia. À tous ces gens qui font honte à l'Afrique de l'Ouest et qui ramènent notre démocratie 30 ans en arrière. Il faut vivement que la CEDEAO leur mette la pression et qu'ils libèrent les pouvoirs qu'ils ont pris de façon abusive. Vous êtes décidément très rouge ce soir, Guillaume Bateau. Franck-Stéphane Dédy? Alors moi, je vais donner mon carton rouge aux pays que je vais appeler les pays du bloc occidental pour l'ensemble des sanctions qui sont prises et qui ont des répercussions sur leur propre population et également sur les nôtres. Et carton rouge également à tous ceux qui pensent comme eux. Mon carton jaune, je vais l'adresser au sélectionneur de l'équipe nationale de football, Patrice Baumel, qui, je pense, montre clairement ses limites, qu'il est dépassé par les enjeux de la statut de notre équipe nationale. Et j'espère qu'avec le renouvellement des instances à la FIFA, une solution définitive sera prise à son endroit. Enfin, je veux décerner mon carton vert naturellement au président Vladimir Poutine pour les contre-sanctions qu'il prend pour faire survivre son pays et ses populations. Je vais aussi donner un carton vert au président Laurent Gbagbo qui occupe le terrain et fait revivre la flamme militante dans le cœur de ses militants. Et finalement, carton vert au capitaine emblématique de notre sélection nationale, quelques années auparavant, Didier Drogba, qui a lancé cette semaine la pré-campagne alors qu'il brigue bientôt la FIFA et nous sommes avec lui dans ce combat pour avoir la présidence de la FIFA. Attention à la provocation, Arthur Banga. Sylvain Débailly, monsieur, s'il vous plaît, vous avez eu votre temps pour attribuer le carton. Sylvain Débailly, rapidement, allez-y, s'il vous plaît. Okay. Moi, je voudrais d'abord attribuer ce carton jaune-là à la CEDEAO. À la CEDEAO, parce que sa façon d'aborder les problèmes ouest-africains me déçoit. La CEDEAO qui continue sans faire le bilan de ses actions ici en Afrique de l'Ouest et continue d'erreur en erreur. En multipliant ces erreurs, elle se discrédite davantage. Et donc, carton jaune, pour demander à la CEDEAO de changer de logiciel, de changer d'approche dans les problèmes, dans le règlement des problèmes ouest-africains, parce que sa façon de régler les problèmes ne fait que enliser les crises ici en Afrique de l'Ouest. Carton rouge à l'Union européenne pour dire qu'elle est à la base de l'instigation de cette guerre qui se déroule en Ukraine, parce que c'est elle qui a encouragé le régime de Zelensky à se réarmer, à s'organiser, alors que ce pays sait très bien qu'il se trouve aux frontières de la Russie. Du coup, il a ignoré ce monde d'après 1991, il y avait bien eu des accords et Zelensky avec l'Union avec le soutien de l'Union européenne. Mais laissez-le terminer. Avec le soutien de l'Union européenne. Arthur Banga, vous n'allez pas interrompre. Le monde vers... J'ai un carton rouge. Terminé. S'il vous plaît, monsieur. Terminé. Et dire également à l'Union européenne que ces valeurs qu'elle a prônées, il faut qu'elle soit elle-même fidèle à ces valeurs-là, ce qu'elle appelait les valeurs de la démocratie. Parce que dans cette crise, dans cette guerre en Russie, en Ukraine, elle est en train de nous montrer que ce qu'elle nous a enseigné, c'est comme valeur. En tout cas, ça ne nous chante plus. Donc, carton rouge. Les accords, le nom des accords permettent. On peut avoir le nom des accords. Carton rouge. Bon, carton rouge surtout à Patrice Baumel, comme on le disait tout à l'heure, mon voisin.
nous avons... S'il vous plaît, rapidement. Nous avons un confrère journaliste, l'ancien président du NJCI, qui a fait une conférence il n'y a pas longtemps et qui demandait qu'on remplace à la tête de notre équipe nationale Patrice Baumel, surtout qu'on ait des entraîneurs nationaux. Il est en train de nous montrer qu'il n'est pas à la hauteur et il se satisfait d'un match que nous avons perdu. En tout cas, carton rouge, il faut qu'il change de coaching, il faut même qu'il dégage. On peut demander des accords maintenant. Carton rouge à l'entraîneur de l'équipe nationale, il faut qu'on passe à autre chose. Carton vert pour la candidature de notre champion Didier Drogba. Est-ce qu'il y aura des parrainages? Non, il n'y a plus de parrainage. Le soutien, s'il vous plaît, compte sur sa victoire pour diriger le foot ivoirien, pour qu'on sorte de cet amateurisme. Carton vert pour les enjeux géoéconomiques de cette crise. Je ne parle pas de Poutine, je ne parle pas de Zelensky, je parle des enjeux géoéconomiques. Avec d'autres monnaies qui commencent à rentrer dans le commerce international. D'ici peu, il se pourrait que l'Union européenne, commence à commercer avec la Russie à travers la monnaie de la Russie, sans le dollar. Du coup, ça met de côté les fameuses lois américaines votées en 1996, la loi Helms-Burton, la loi d'Otama Kennedy, visant l'extraterritorialité du droit américain, qui a fait payer 8,9 milliards de dollars d'amende d'abord à BNP Paribas et 1,2 on sort de ce droit-là, on peut commercer avec d'autres monnaies que le dollar, et c'est l'humanité qui s'en porte bien. Donc, carton vert à cet enjeu géoéconomique. Enfin, mon dernier carton, à l'endroit du DG de la CNRA et de son équipe, on compte sur eux pour des solutions alternatives, pour ne pas dépendre de ce blé, pour ne pas qu'on meure de faim. Encouragement à sortir ces moyens-là, pour qu'on puisse vraiment sortir de cette dépendance du blé russo-ukrainien. Merci beaucoup. Alors, monsieur Arthur Banga, attention. Un carton vert tous les jours, tous les dimanches pour nos internautes et téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre. Carton vert à toutes celles et ceux qui veulent participer à cette émission, qui nous écrivent, qui nous laissent des messages. On vous attend, on finira par vous programmer. Vous viendrez donner votre point de vue sur les questions qui font l'actualité. Et carton vert à toute l'équipe de production de cette émission qui prend ainsi fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. On n'a pas eu le nom des accords. Si Drogba, on est d'accord.